Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau si nombreux ce soir pour cette deuxième partie donc, du cycle de la voix au chapitre. Je vous annoncerai tout à l'heure le nom des autres personnalités. Nous recevons donc aujourd'hui Ronny Broman, qui fut le président de Médecins sans frontières, vous le savez, entre 1982 et 1994, qui agit toujours au sein de Médecins sans frontières. Vous nous dites deux mots de votre activité aujourd'hui dans cette ONG ? Oui, Médecins sans frontières a constitué un petit groupe de 5 personnes dont la tâche est de contribuer à la fois à la formation de nos équipes, de nos cadres de terrain, et à l'évaluation de notre positionnement, que ce soit le positionnement, disons, opérationnel, comment on se déploie sur le terrain, et je pense que dans le cours de notre discussion, on verra que ça n'est pas une chose évidente. Et puis également notre positionnement public, une sorte de cellule d'évaluation, de formation et de conseil, et qui est composée donc de 5 personnes, comme je le disais, dont moi, mais moi j'y suis à mi-temps, puisque je suis aussi prof pour mon autre mi-temps. Alors vous avez publié il y a tout juste un an ce livre paru aux éditions du Seuil qui s'appelle donc Penser dans l'urgence, qui est un livre d'entretien avec Catherine Portevin, qui est journaliste à Télérama, et vous y racontez votre parcours, et c'est ce livre qui va servir de fil conducteur à notre entretien. Alors on vous connaît en tant que président de Médecins sans frontières, évidemment, mais vous êtes aussi connu pour être quelqu'un qui a l'habitude de secouer un peu les conformismes, d'aller souvent à rebrousse-poil, d'appuyer là où ça fait mal. Est-ce que déjà très jeune, à votre adolescence, vous aviez cette âme de révolutionnaire? Vous dites dans le livre, vous étiez un anti-autoritaire. Oui, mais ça, c'était pas très original. D'une certaine manière, c'était le conformisme de l'époque. Ouais. Je suis né en 1950, j'avais donc 18 ans en 68. Ouais. J'étais pile poil, si j'ose dire, en ces temps électoraux. J'étais pile poil dans la génération de 68. Mais aussi dans la génération, disons, contestataire de l'époque de la guerre du Vietnam. Donc de ce point de vue-là, enfin moi, mon entrée en politique, mon implication dans les affaires publiques, c'est par, comme on l'appelait à l'époque, l'anti-impérialisme qu'elle s'est faite. Et de ce point de vue-là, il y avait, oui, ce côté rebelle d'une génération. Alors quand on est dans une génération rebelle, est-ce qu'on est soi-même un rebelle ou est-ce qu'on est un modèle conformiste de la génération dans laquelle on se trouve? Ça, je laisse au public le soin de le décider. Et votre curiosité pour le tiers-monde, elle est apparue à quelle époque? Ah mais justement, après 68, j'ai commencé à militer activement, ce qui auparavant n'était pas vraiment le cas. J'étais en première année de médecine, j'étais en première année de médecine et j'ai commencé à être intéressé par, disons, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'ultra-gauche. Donc j'ai commencé à militer. Et l'ultra-gauche, à l'époque, c'était un parti pro-chinois, la gauche prolétarienne. Et l'AGP, comme on l'appelait, était un mouvement ultra-tiers-mondiste. Tout était ultra d'ailleurs dans l'AGP. Donc ça aussi c'était ultra, c'était l'époque des radicalismes, c'était plus facile sans doute d'être radical à cette époque qu'aujourd'hui. Et nous parlions sans cesse du tiers-monde. Je connaissais, parce qu'on les mentionnait dans les tracts qu'on distribuait, dans les journaux qu'on vendait à la criée, je connaissais à peu près, en tout cas par leur nom de famille, la plupart des mouvements de guérilla dans le monde, soit à Oman ou au Salvador, en Inde ou en Birmanie, enfin à peu près partout. Mais je ne connaissais que des noms. Je ne savais rien de ce que tout cela signifiait. Mais le fait d'avoir en permanence ces noms de groupes, ces noms de pays, ces situations de conflits, de crise, a éveillé un intérêt en moi qui ne s'est jamais éteint. Et quand l'ère du gauchisme s'est épuisée, enfin quand vraiment le radicalisme dans lequel nous étions m'est apparu comme une forme de paranoïa collective, ce qu'elle devenait malheureusement au fil du temps, on a pris tout de même une sage décision, on s'est autodissous, donc ça c'était quand même une sorte de sursaut de lucidité. Il m'est resté
d'abord, tout de même, un intérêt pour les questions sociales et politiques. Ça, je n'y ai jamais renoncé. Je ne suis pas passé du Colmao au Rotary Club, comme disait... Vous n'avez pas le badge, d'ailleurs. Non. Et donc j'ai gardé un intérêt pour ces questions de solidarité, de justice sociale, mais aussi pour ce vaste ensemble que je connaissais sous le nom de tiers-monde, car il faut se souvenir qu'à l'époque, la Chine rouge, la Chine révolutionnaire, se présentait comme la base arrière de tous les combats pour l'émancipation du tiers-monde. Alors bon, la Chine rouge, j'y croyais plus trop, puis je me suis aperçu surtout qu'elle était rouge de sang, plus que rouge de justice. Mais par contre, l'intérêt pour ce qui se passait dans le tiers-monde, pour ces lieux où l'histoire semblait s'accélérer, où des mouvements de lutte, de revendication se manifestaient sous une forme parfois violente, mais on pouvait comprendre cette violence. Cet intérêt-là, il a subsisté. Donc j'ai repris mes études que j'avais vraiment laissé, enfin j'avais mis au frigo, disons. J'ai repris mes études avec l'obsession de me former techniquement, en faisant de la médecine d'urgence, de la chirurgie, de la médecine tropicale, de l'épidémiologie, enfin, en apprenant donc les techniques qui pouvaient être accessibles à un étudiant en médecine de l'époque, de façon à me préparer professionnellement à partir exercer dans ce genre de situation. Sans savoir très bien où, comment, enfin, et sans avoir de préférence. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, pour moi, étaient absolument équivalents. Je voulais simplement me confronter, et ayant la chance, enfin je ne l'avais pas encore à l'époque, je l'ai constitué, mais disons, ayant l'ambition d'être médecin, je me doutais, et d'ailleurs j'avais raison au moins là-dessus, je me doutais que en tant que médecin, je pourrais toujours travailler et donc être dans ces situations en étant utile, sans être un observateur, mais un acteur, mais vous voyez, un acteur pas politique. Mais alors c'est assez étonnant parce qu'à l'époque vous faisiez une certaine idée politique de la médecine en fait, parce que vous dites dans le livre la seule médecine digne d'intérêt était celle qui remontait en amont de la maladie pour agir sur l'environnement physique et social de la population. La médecine ne pouvait être utile qu'en se rendant inutile. Comment c'est ce que vous venez de nous expliquer en fait, c'est né de ça, cette idée de la médecine. Oui, l'idée que finalement la maladie était un scandale parce qu'elle était le résultat d'une carence, d'une négligence ou d'une exposition à un risque qui pouvait être supprimé, cette idée-là était dominante. Au fond, on avait en tête l'idée d'une santé parfaite, possible, et donc d'une éradication des maladies. Et cette idéologie de la prévention, de la santé publique, qu'on peut appeler hygiénisme, si on veut si on prend la question sur un mode plus polémique, disons, je l'avais très profondément à l'esprit à l'époque, comme d'ailleurs enfin, un grand nombre de mes contemporains. Vous savez, quand j'étais étudiant, et ça, c'était pas... Bon, il y avait le côté gauchiste, si vous voulez, où on disait, vous savez, la médecine du travail ne soigne pas les ouvriers, elle les répare. Il y avait une sorte de mise en procès, de mise en soupçon systématique de tout ce qui était de l'ordre du soin, au profit d'une conception idéalisée de la société, d'une société utopique dans laquelle plus aucun risque sanitaire n'existerait et où serait enfin accompli le rêve de chacun, c'est d'être dans une santé parfaite. Et pourquoi pas l'immortalité pendant qu'on y était. Ce rêve-là, paradoxalement, il n'était pas... Enfin, ça peut paraître... bon, je force un peu le trait, mais à peine. Ce rêve-là, on nous le faisait presque partager dans les facultés de médecine. Moi, quand j'étais étudiant, et dans la salle, il y a sans doute des médecins de ma génération qui pourront témoigner qu'ils ont appris la même chose. Quand j'étais étudiant, on nous apprenait que la question des maladies infectieuses était quasiment résolue. Les progrès de l'hygiène, de la vaccination et de l'antibiothérapie étaient tels que les maladies infectieuses devaient numéroter leurs abattis, si j'ose dire. Leurs jours étaient comptés et on arrivait dans un monde qui allait être bientôt indemne d'infection. Une sorte de rêve pasteurien poussé jusqu'à l'extrême limite
de ces possibilités. Derrière les maladies infectieuses, qui englobaient alors maladies infectieuses, maladies bactériennes, virales, parasitologiques, disons c'est un ensemble assez vaste. Derrière les maladies infectieuses, il y avait le cancer. Alors certes, le cancer, ça, on n'en était pas encore venu à bout, mais lui non plus, lui aussi n'avait qu'à bien se tenir, on allait y venir. Et donc finalement, l'idée que le progrès signifiait progrès de la santé et recul de la maladie, cette opposition radicale entre santé et maladie, c'est comme ça que l'on fonctionnait à l'époque. Enfin, majoritairement, car il y avait déjà toute une réflexion qui était quand même plus subtile, plus fine que ce que je dis là. Et moi, mes premières... Enfin, je suis parti sur le terrain en 77. En 70, donc j'étais au Bénin, puis j'étais à Djibouti. En revenant de Djibouti, j'ai été interrogé par l'OMS. D'ailleurs, je ne me souviens plus comment ils avaient su que je venais à Djibouti, probablement une rencontre à Djibouti même. Toujours est-il que j'ai été contacté par la cellule variole de l'OMS pour savoir si j'avais eu connaissance, directement ou indirectement, d'un cas de variole, car dans la Corne de l'Afrique était la dernière région du monde dans laquelle avaient été constatés des cas de variole. Je n'en avais ni vu ni entendu parler. J'ai donc dit à cet expert que, à mon avis, il n'y en avait pas. En tout cas, aucune rumeur, aucune information ne circulait là-dessus. Et cet appel était motivé par le fait que l'OMS était en train de préparer sa déclaration d'éradication de la variole. La planète était indemne du risque variolique. Il faut savoir, on a perdu l'habitude, mais bon, il y a des gens qui se souviennent de l'époque où la variole était encore un risque présent. Ça a été un fléau dont témoigne toute la littérature, l'histoire, y compris les rêves de destruction bactériologique par des armes de ce type-là. Enfin, la variole était vraiment une obsession à un moment. Et arrive le moment où nous voilà libérés, la planète, l'humanité entière, est libérée de ce risque. Et cette éradication de la variole, qui est une réalité, la variole a en effet été éradiquée, elle a disparu. La disparition de ce risque a en quelque sorte entériné, authentifié le discours selon lequel c'est l'ensemble des maladies infectieuses qui allaient être, dont on allait être débarrassé. Il faut relever que la disparition de la variole, c'est l'apparition du sida. Il y a là une coïncidence troublante qui est peut-être plus qu'une coïncidence. Il y a peut-être un lien de corrélation en tout cas, sinon de cause à effet. Et non, il n'y a pas de lien de cause à effet d'ailleurs, il ne peut pas y en avoir. Mais de corrélation, ce n'est pas du tout impossible. Et avec l'apparition du sida, et puis d'autres maladies virales, aujourd'hui le SRAS, la grippe aviaire, mais aussi l'encéphalite japonaise, la fièvre jaune, et d'autres maladies virales qui deviennent planétaires, nous sommes en train, et depuis quelques années, nous sommes en train de nous réhabituer à l'idée qu'on n'en a pas fini avec la maladie, et que d'une certaine manière, la maladie, c'est une phase de la santé. La santé ne peut pas se définir sans la maladie. La vie n'existe pas sans la mort. Sinon c'est la vie d'une pierre. La vie physiologique, et plus encore la vie humaine, n'existe, elle a un nom, elle a une consistance, elle ne peut être pensée que par rapport à la mort. Si la mort n'existait pas, la vie n'existerait pas non plus. Eh bien, il me semble que cette conception de la santé dans laquelle, qui est plus sage, plus profonde, plus empirique, selon laquelle être en bonne santé, c'est être capable de tomber malade et de s'en relever. Être en bonne santé, c'est être capable d'établir soi-même ses capacités d'action, ses capacités normatives, comme disait le philosophe Canguilhem. Ça, c'est, me semble-t-il, une définition autrement plus intéressante, plus productive, plus utile pour les médecins, mais aussi pour nous tous. Nous sommes tous des patients en puissance, et on peut être médecin et patient tout autant. Et cette conception de la santé s'oppose à la conception jusqu'alors dominante, mais malheureusement aujourd'hui encore apparemment dominante, celle que par exemple défend l'OMS, selon laquelle la santé ne se définit pas par l'absence
de maladie, mais par un état de complet bien-être physique, psychologique et social, qui peut être réalisé par l'instauration d'un ordre, etc. Enfin, ensuite, je passe, mais cet état de complet bien-être physique, psychologique et social, si on attache un minimum d'importance aux mots que l'on emploie, aux définitions que l'on se donne d'objets sociaux comme la maladie, on voit que c'est effrayant. Enfin, c'est une conception totalitaire de la santé. C'est une conception... c'est-à-dire, on voit les gens comme une botte de légumes ou comme un troupeau de vaches. Il y a seule une botte de poireaux ou une vache en train de brouter dans un champ est dans un état, et encore, c'est pas trop sûr, mais c'est l'idée que ça je m'en fais. Ça dépend si elle n'est pas folle, oui. Ouais. Voilà, éventuellement si elle est folle. Mais qui a jamais ressenti, sauf un de mes maîtres, enfin un médecin que j'admire beaucoup, qui est un collègue, qui est un épidémiologiste, qui s'appelle Skrabanek, c'est pas une prof de santé publique par ailleurs, prof de santé publique à Dublin, mais réfugié tchèque. Il a fui, enfin il était en Irlande au moment du coup de Prague en 68, et il est resté en Irlande. C'est dire que son rapport avec le totalitarisme a quelque chose de très personnel, de très profondément vécu. C'est à lui que je dois cette comparaison de la santé, cette définition de la santé comme celle d'une botte, comme celle d'un troupeau de vaches, ou, dit-il, au moment d'une injection d'héroïne ou d'un orgasme. Mais il ajoute immédiatement qu'il faut avouer qu'on n'est pas toujours dans cet état-là. Donc le reste du temps, comme on continue à vivre, en dehors des injections d'héroïne, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et en dehors de l'orgasme, ce qui n'est pas un cas permanent, il faut bien vivre. Et on vit avec notre corps, avec nos anxiétés, avec nos peines, avec nos faiblesses. Alors ça veut dire qu'on est tous malades dans ce cas-là. Donc c'est le règne du docteur Knock. Vous voyez, c'est le règne des charlatans. Donc voilà, pardonnez-moi ce long développement, mais cette question n'est pas indifférente et je pense qu'elle la santé étant une préoccupation à juste titre fondamentale. Les sondages montrent, en ces périodes électorales, et on en a beaucoup, que les Français, et pas seulement les Français, pour voyager beaucoup, je peux constater que c'est pas du tout une singularité hexagonale. La santé est une préoccupation majeure dans le monde entier. J'étais au Soudan et au Congo il n'y a pas longtemps. Ça n'est pas une préoccupation de pays riches, c'est une préoccupation humaine en général, humaine moderne en plus. Et au Soudan et au Congo, on a aussi des préoccupations évidemment humaines, mais également modernes. Eh bien, la façon dont on définit la santé, c'est aussi la façon dont on définit le soin, les politiques de soins, et ça n'est pas rien. Donc, savoir quel poids on accorde aux définitions, quel sens on donne à ces mots, je crois que c'est vraiment un enjeu. Alors, je finis par revenir à la question que vous me posiez. Moi, effectivement, au départ, j'avais cette idée-là de conception utopiste, au sens totalitaire du mot utopie, de la santé. Depuis, je me bats contre elle, et à Médecins sans frontières, et dans le milieu de l'aide internationale, c'est parfois en effet un combat. Remettre en question des dogmes de santé publique, de prévention et d'hygiène. Toute la santé publique n'est certainement pas à jeter avec l'eau du bain, si je puis dire, loin de là. Mais un certain nombre de discours et de pratiques, oui. Et ça, c'est toujours sujet de polémique. Alors vous étiez à l'époque très attiré finalement par un rôle un peu de médecin de brousse finalement, par l'idée de commando sanitaire. Donc en 77, vous partez pour le Bénin, c'est votre première mission, mais qui n'est pas avec Médecins sans frontières, qui vous a d'ailleurs refoulé, puisque vous avez tenté. Vous partez donc avec Medicus Mundi, qui est une petite association catholique. Vous allez donc au Bénin, et là, vous allez aimer ce que vous appelez la simple pratique de la médecine. Qu'est-ce qui finalement était remis en cause lorsque vous êtes parti là-bas dans la pratique médicale, dans votre pratique médicale ? Vous redécouvrez presque le geste simple du médecin, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire une journée entièrement remplie par, disons, une pratique médicale qui d'ailleurs s'adresse à des gens qui, pour beaucoup, avaient des pathologies sérieuses. Mais enfin, pour une partie non négligeable d'entre eux, avaient ces pathologies que les médecins qualifient de fonctionnelles. On appelle fonctionnel quand on ne sait pas très bien quel mot mettre dessus. On n'a pas de diagnostic, alors c'est fonctionnel.
Puis c'est ce qui permet de donner un petit truc pour se débarrasser du patient. Ça existe partout, ça. Ça, c'est l'angoisse du corps. Puis c'est la complexité du corps. Chacun fait l'expérience qu'on a des douleurs, des troubles bizarres sur lesquels la médecine n'a rien à dire. Eh bien, ils sont universels. Que vous soyez en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou à Los Angeles ou au Mans, ça existe. Donc ils existaient aussi au Bénin. Mais étant le seul médecin pour une population qu'on estimait environ 100 000 habitants, j'avais tout de même une série de choses. Alors je faisais de la chirurgie, de la vaccination, de l'obstétrique, de la dentisterie. J'avais des journées extrêmement remplies. J'étais de garde 24 heures sur 24, puisque j'étais le seul médecin, donc susceptible d'être mobilisé à tout moment. Et je dois dire que ça a été un moment de bonheur professionnel, comme peut-être je ne suis pas sûr d'en avoir connu à ce point avec autant d'intensité. Parce que, étant le seul médecin, disposant d'une structure tout de même assez solide, dans un environnement qui était calme, finalement il n'y avait pas de danger dans cette... le Bénin était, et d'ailleurs est toujours resté, un pays extrêmement accueillant, calme, qui a toujours résolu ses conflits de manière pacifique. Donc il y avait une sorte de bien-être. J'allais visiter une petite léproserie, pas une petite d'ailleurs, une importante léproserie qui était en brousse à 30 km de l'hôpital où j'étais, tenue par 2 bonnes sœurs qui n'étaient pas sorties du Bénin depuis plus de 15 ans, je crois. Je vais faire à des personnages très, très forts, des personnalités intenses, à la fois pittoresques enfin, attachantes et impressionnantes. Cet hôpital de curés, de missionnaires, où quelques missionnaires venaient régulièrement. Et d'ailleurs, ils venaient souvent comme patients, parce que quand ils attrapaient le palu, ils venaient se faire soigner à l'hôpital. Ils parlaient évidemment les langues de la région, connaissaient ce pays comme leur poche, me mettaient en contact. C'était le cœur du vaudou aussi. Le Bénin est l'un des sources du culte vaudou. Bon, tout ça a été vraiment très, très passionnant, professionnellement, humainement. Puis c'était ma première expérience aussi. C'est sans doute aussi la cause de cet attachement et de l'intensité de cette expérience. C'est que pour la première fois, j'étais vraiment propulsé en tant que responsable unique de ce que je faisais. Vous allez découvrir un autre rôle du médecin un an plus tard quand vous partez avec MSF, donc en mars 78, dans un camp de réfugiés laotiens au nord de la Thaïlande. Vous partez pour 3 mois au départ et puis finalement on vous donne des responsabilités. Vous êtes chargé de mettre en place une équipe médicale dans un autre camp à la frontière du Cambodge. Et là vous vous rendez compte à cette époque, vous dites que être médecin dans un camp de réfugiés, c'est d'abord savoir manier la pelle et la pioche. Pour quelle raison en fait ? Parce qu'il fallait commencer par construire des infrastructures. Un camp de réfugiés, c'est un artifice, c'est un sanctuaire créé de toutes pièces pour accueillir une population qui n'avait pas à être là et qui s'y trouve. Donc il faut creuser des tranchées, apporter de l'eau. D'ailleurs, ça se fait avec... moi, je n'ai pas, heureusement, parce que je ne suis pas très bricoleur, je n'ai pas manipulé directement la pelle et la pioche, mais enfin, j'ai été un peu chef de chantier pour construire d'abord le dispensaire, puis le petit hôpital, mais aussi les latrines, des voies d'évacuation d'eau. Donc tout cela, ça fait partie alors là, pour le compte, d'un travail de santé publique, au sens le plus général du terme, et qui est tout à fait indispensable. Mais être médecin dans un camp de réfugiés et dans ces conditions-là, c'est-à-dire où on démarre à partir de rien, dans un camp de réfugiés qui vient de se créer, c'est aussi être un négociateur. Il y a aussi une partie diplomatique. Il faut arriver à s'imposer. Parce qu'un camp de réfugiés, c'est aussi une unité économique. C'est de la main-d'œuvre servile, c'est-à-dire disponible gratuitement et sans limite pour des entrepreneurs peu scrupuleux dans le coin, que ce soit des macros, parce qu'il y a de la prostitution et de la prostitution forcée, que ce soit des grands entrepreneurs agricoles qui vont, au moment de la plantation ou de la replantation du riz ou des récoltes, trouver des ouvriers moins chers que les ouvriers agricoles du coin pour faire plus de profit. Il y a des trafics, parce que les Nations Unies apportent des vivres. Quels vivres elles apportent, où elles les achètent, tout ça c'est de l'argent. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes
qui dépendent de l'aide alimentaire. Donc, c'est un circuit économique aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, tout ça vous place dans une position... Le médecin que j'étais quand je suis arrivé tout seul. C'était très formateur pour vous, en tout cas. Hein. Voilà, j'étais pendant 6 mois tout seul dans ce camp, au départ. Il y a eu des moments, alors contrairement au Bénin, des moments très chauds. Il y a des moments où je me sentais vraiment menacé parce que j'ai eu une cabale contre moi de la part d'un petit groupe de réfugiés qui étaient de mèche avec de riches entrepreneurs chinois du coin et qui ne voyaient pas d'un bon œil quelqu'un qui était là en permanence, un étranger qui s'installait à demeure dans le camp, qui allait être témoin éventuellement de ces malversations. Dans leurs affaires, voilà. Et donc, j'ai eu affaire à une cabale contre moi, disant que je ne payais pas les ouvriers que j'étais là, que j'employais pour la construction du dispensaire, que j'avais des médicaments frelatés de 2e catégorie. Enfin, il y a vraiment une histoire assez difficile qui m'a familiarisé, qui a commencé à me familiariser avec certaines difficultés concrètes de l'aide humanitaire. Et bon, j'ai pu les surmonter, mais enfin, ça a été un moment, au départ, assez difficile. Mais il faut dire qu'à l'époque, vous étiez en sorte d'intérim médical, parce qu'en fait, MSF était au service d'associations vraiment opérationnelles. À cette époque-là, vous avez pris conscience qu'il fallait qu'MSF se dote d'une véritable organisation, ce qui n'était pas du tout le cas encore à l'époque. Mais alors, justement, quand je suis arrivé en Thaïlande, MSF, quand je suis engagé à MSF avait une stratégie de coucou, ou de Bernard Lhermitte. Si vous voulez. On se nichait dans le nid ou la coquille d'un autre. C'est une sorte de SAMU international, finalement, en fait. Plutôt de boîte d'intérim humanitaire. C'était pas un SAMU, il a sa propre force d'intervention. C'était plutôt un manpower humanitaire médicalisé. On fournissait du personnel médical à des associations qui avaient des projets sur le terrain, des projets de développement généralement, et puis ils avaient besoin d'un médecin, de 2 infirmières. Et c'était ça l'essentiel de l'activité d'MSF à cette époque. Et du fait des circonstances, ça ne doit rien ni à ma volonté, ni à mes mérites, ni quoi que ce soit, du fait des circonstances, parce que j'étais en Thaïlande et que j'avais simplement envie d'y rester, de continuer à travailler dans un camp de réfugiés, les Nations Unies, enfin le Haut Commissariat aux réfugiés, qui avait plus ou moins la haute main sur les camps de réfugiés, m'a proposé, à l'occasion d'une visite dans le camp où je travaillais, où je remplaçais, exactement dans les conditions que j'ai dit, travailler pour le YMCA, enfin le YMCA, cette organisation chrétienne qui a des auberges de jeunesse, avait un projet humanitaire pour les réfugiés du Laos. Et moi, je remplaçais un médecin qui prenait des vacances, en fait. Il n'en avait pas pris depuis des années, lui non plus. Un médecin missionnaire, d'ailleurs, je veux dire. Mes 2 premières expériences, soit dit en passant, sont des expériences avec les missionnaires. Missionnaires catholiques au Bénin, missionnaires protestants en Thaïlande. Et l'occasion s'est présentée de monter, à partir de rien, une structure médicale dans ce nouveau camp de réfugiés cambodgiens à la frontière du Cambodge. Et donc, moi, j'étais désireux de rester pour continuer à travailler dans ces conditions-là. Si ça n'avait pas été en Thaïlande, j'aurais trouvé à m'embaucher ailleurs, dans la région. Mais bon, ça s'est produit là. J'étais trop content. Et du coup, les circonstances ont fait que j'étais le détenteur du premier projet, vraiment, MSF, labellisé MSF, depuis le début jusqu'à la fin. Nous n'avions pas l'appui d'une autre organisation, c'était MSF en tant que tel, à qui le HCR confiait la tâche de monter la structure médicale dans ce camp de réfugiés cambodgiens. Et là, je me suis aperçu que, bon, outre les premières difficultés que j'ai eues avec ce petit groupe de réfugiés, qui ont été résolues, ensuite ça s'est très bien passé avec les réfugiés, j'ai eu un autre problème. C'est qu'au bout de quelques mois, je me suis trouvé totalement démuni. Je n'avais plus rien. La seule chose que j'attendais d'MSF, c'était de me faire des virements réguliers pour que je puisse m'approvisionner localement en Thaïlande pour acheter les produits de laboratoire, les médicaments, puis tout le matériel nécessaire pour faire fonctionner un petit hôpital. Et MSF était une toute petite association à l'époque qui fonctionnait en pointillé avec uniquement des bénévoles, une secrétaire à mi-temps. Et bon, ils avaient oublié, quoi. Ils s'étaient passés à l'as. Et je me suis retrouvé
à dépendre pour ma propre subsistance des réfugiés que théoriquement je venais aider. C'est-à-dire je n'avais plus d'argent du tout, j'attendais, puis comme je suis d'un tempérament assez opiniâtre, je ne vais pas lâcher, enfin je suis là pour travailler, je vais pas... Mais je faisais un repas par jour, à midi, dans le camp, parce que le soir on n'avait pas le droit de rester. J'habitais juste à proximité du camp, j'avais une petite maison juste à côté, mais je ne pouvais pas rester dans le camp, j'y étais du matin au soir. Et c'est les réfugiés qui me nourrissaient, enfin je leur demandais un crédit, quand il y avait des petits restaurants. Un camp de réfugiés, c'est toujours une petite ville, hein. Il y a des commerces, il y a des restaurants, il y a enfin, ce qu'on appelait des restaurants, ces petites échoppes où on mange une soupe, un bol de riz, mais c'était le restaurant. Et je me nourrissais de leur propre fête, enfin c'était eux qui me permettaient de... Et donc là, j'ai pris conscience que si on voulait vraiment agir par nous-mêmes, si MSF voulait agir par soi-même, à l'époque, je ne m'identifiais pas trop, il fallait une structure. Ouais. Et ça a été la première bagarre interne de la toute petite association que MSF était dans les années 70. Ça a donné lieu à une scission d'ailleurs en interne avec Bernard Kouchner notamment. Mais il n'y a pas eu tout de suite dans MSF l'idée d'être des acteurs qui témoignent. Ça, c'était une notion qui vous importait beaucoup, que vous avez mis en place ensuite quand vous étiez président, parce qu'on est seulement 4 ans avant que vous soyez président, hein, ça a été très très vite pour vous. En quoi cette notion d'être acteur qui témoigne sur le terrain était importante pour vous ? Ah, ça c'est l'histoire d'un malentendu très intéressante, parce que MSF avait comme origine du fait de ses fondateurs la guerre du Biafra et le travail de la Croix-Rouge française, le travail des équipes de la Croix-Rouge française en zone insurgée au Biafra. C'est une guerre de sécession, donc une guerre civile, avec la cruauté qu'ont toutes les guerres civiles, où, par définition, puisque c'est une guerre civile, il n'y a pas de distinction entre civils et combattants. Et donc c'est la population entière du Biafra qui était visée par l'armée nigériane, dont l'objectif était de ramener le Biafra à l'intérieur de la nation nigériane. Mais une campagne que je détaille dans le livre, parce qu'elle me semble très éclairante sur les enjeux politiques, droits de l'homme, humanitaires. Une campagne a été lancée pour accuser le Nigeria de génocide, alors que jamais le Nigeria n'a eu la volonté de tuer la population biafraise. La meilleure preuve, c'est que le jour même où la guerre a été terminée, le jour où les insurgés ont rendu les armes, tous les biens des Biafrais leur ont été restitués. Aucune mesure de rétorsion n'a été prise contre les insurgés, en dépit de la guerre qu'ils avaient menée contre les autorités tout de même. Et donc, vraiment, le retour au bercail a été salué comme vraiment le retour de l'enfant prodigue, et pas le retour du damné qu'il faut tuer. Mais pour des raisons liées, là je ne peux malheureusement pas rentrer dans le détail, ça nous emmènerait trop loin, ça prendrait trop de temps, mais pour des raisons liées à des rivalités stratégiques, à des intérêts politiques, au demeurant parfaitement compréhensibles dans cette période-là, il est apparu opportun de faire croire qu'il y avait un génocide au Biafra. Et les premiers qui étaient intéressés par cette notion de génocide étaient les insurgés biafrais eux-mêmes, qui étaient, enfin, la direction des insurgés, la direction militaire des insurgés, parce que ça leur permettait de faire apparaître leur combat comme un combat à la vie, à la mort. Pas un combat pour une cause politique, toujours susceptible d'être l'objet de transactions, de compromis, mais un combat pour l'existence même. C'était donc se battre ou mourir. Et ça, c'est une ressource de mobilisation très importante. Donc de mobilisation interne et de mobilisation externe. Le Biafra n'arrivait pas à vendre sa cause politique, alors il a vendu ses victimes. Et les équipes de la Croix-Rouge française ont été, disons, instrumentalisées à la fois par la direction biafraise, mais aussi par la France. Parce que la France a été à l'origine de cette opération de propagande qui, avec le recul, apparaît assez grossière, mais sur le moment était quand même extrêmement... C'est cette instrumentalisation-là qui vous a interpellé, qui vous a... Oui, mais je m'en suis aperçu très tard. Ouais. Je m'en suis aperçu très très tard. Moi, quand je suis rentré à MSF, je suis rentré avec la conviction qu'il y avait eu un génocide au Biafra et que les médecins français qui étaient à l'origine de Médecins sans frontières s'étaient dressés pour dénoncer le génocide et tenter d'arrêter le bras du bourreau.
En gros, ils avaient fait ce que certains auraient rêvé de faire au moment du ghetto de Varsovie ou d'Auschwitz. C'était un peu ça, l'idée qui traversait les esprits. Et moi, je n'avais pas de raison de questionner cette origine-là. Et donc, je suis rentré à MSF avec l'idée que MSF, c'était la Croix-Rouge plus la parole. Disons, la Croix-Rouge plus la liberté d'action et de parole que les fondateurs s'étaient donnée. Et il m'a fallu un certain temps pour m'apercevoir que, et je pense que c'était d'ailleurs très sincère, il n'y avait pas de la part des équipes de Kouchner et de ses amis, il n'y avait aucune intention tordue. Ils ont été sincèrement convaincus qu'il y avait un génocide. Et moi, je n'étais pas au Biafra, évidemment, j'étais étudiant à l'époque, mais ayant étudié, parlé avec des gens qui étaient avec Kouchner à l'époque, en particulier Max Récamier et Jacques Berès, qui ont été vraiment des piliers de cette mission, en parlant avec eux, en lisant la presse de l'époque, en lisant des livres qui ont été écrits, je suis absolument convaincu que j'aurais été, comme Kouchner et ses amis, convaincu qu'il y avait un génocide et qu'il fallait le dénoncer. Donc je ne condamne pas, je ne me fiche pas je ne me moque pas des gens qui ont cru ça. Ils l'ont cru de bonne foi, et le croyant de bonne foi, ils ont bien fait de témoigner. Mais bon, avec après tout une expérience, il faut en tirer les leçons, il faut réfléchir dessus après coup. C'est à ça que ça sert aussi. Sinon, ce n'est pas une expérience, c'est juste un moment de la vie. Il faut en faire une expérience. Et moi, je me suis aperçu seulement dans les années 90, donc très longtemps après que c'était ça. Et donc, quand je suis rentré à MSF, j'étais séduit par cette idée que MSF était un organisme humanitaire dans lequel on se donnait le droit à la parole. Et le conflit avec Bernard Kouchner et ses amis, qui se portait uniquement sur la question de savoir s'il fallait s'organiser ou rester sous la forme d'un petit comité capable de se mobiliser très vite et d'alerter. Et tirer la sonnette d'alarme. Tirer la sonnette d'alarme, faire venir les grands organismes qui étaient considérés comme opérationnels, capables donc de déployer des secours sur le terrain. Voilà quelle était la scission. C'est là que la scission s'est faite. Sur le terrain, je voyais bien que dans les camps de réfugiés où j'étais, il n'y avait pas beaucoup de monde pour faire le travail médical. Et le travail médical, il était absolument essentiel dans cette situation. Et qu'on pouvait siffler toute la journée, il n'y aurait pas eu plus de gens qui seraient venus. Donc l'idée qu'il fallait se structurer, et voyant aussi que j'étais privé de tout moyen, qu'il fallait assurer un plateau technique, des ressources logistiques, un suivi des opérations, le remplacement des équipes, enfin tout ce qui fait qu'il y a une continuité des soins et que les soins sont de qualité décente. C'est pas parce qu'on est au l'autre bout du monde qu'il faut faire n'importe quoi. Donc tout ça, ça nécessitait la mise en place d'une organisation, d'une structure. De l'autre côté, Kouchner, soucieux de ne pas bureaucratiser Médecins sans frontières, disait non, il y a d'autres qui le feront, nous, on est là pour sonner l'alarme. Voilà quel était l'enjeu. Et beaucoup d'associations, je dirais même beaucoup d'entreprises, je crois. Après tout, on voit dans les journaux comme ça une entreprise qui passe du stade familial au stade, disons, de l'actionnariat. Connaissent ça. C'était un choix qui était légitime. Il n'y avait pas des bons et des méchants dans cette affaire. Il y avait des options qu'il fallait prendre. C'est moi cette option-là que j'ai voulu. J'étais sur le terrain à l'époque. J'ai soutenu Claude Maluret qui défendait cette option-là face à Kouchner. Cofondateur. Et c'est comme ça que la scission est intervenue. Mais nous, avec Claude Maluret en particulier, quand je suis revenu en France, que j'ai été embauché par MSF pour mettre en place, pour travailler à cette structuration justement, fort de mes quelques années d'expérience déjà, puis de mon envie d'y participer, moi j'avais en tête l'idée qu'on était des porte-drapeaux, quoi, que l'histoire de la Croix-Rouge à Auschwitz, qui va visiter les camps et qui se retire sans rien dire pour ne pas se fâcher avec les nazis, hors de question, plus jamais ça. Et par opposition à ça, la dénonciation des génocidaires du Biafra, la mobilisation de l'opinion publique pour protéger des populations en péril. Voilà l'idée que j'avais. Avec le temps, toutes ces choses-là se sont complexifiées. D'abord, j'ai appris que la Croix-Rouge n'est jamais allée à Auschwitz, que le silence de la Croix-Rouge, c'est ça aussi, c'est une autre création d'après-guerre, qu'au Biafra, il n'y a pas eu de génocide. Bref, les choses se sont un peu compliquées. Mais pendant toutes les années 80, moi, j'ai fonctionné avec ça. Et l'idée de reprendre le flambeau du témoignage s'est imposée comme du témoignage, de la dénonciation. Avec le Rwanda, on en parlera tout à l'heure.
Alors, on va parler de l'épisode l'Éthiopie, parce que c'est un des chapitres vraiment très intéressants du livre. On est en 84, vous êtes président depuis 2 ans. Il y a donc la famine dans ce pays, on s'en souvient tous. Il y a une mobilisation internationale énorme. Et ce qui va se passer là-bas va véritablement vous conduire à remanier une partie de vos conceptions de Médecins sans frontières. D'abord, juste pour poser un peu le décor, comment étiez-vous présent à cette époque-là, en 84, MSF? Combien vous aviez de personnes et qui faisiez-vous? Avant de rentrer ensuite dans le détail. On a commencé à travailler en Éthiopie au début 84, dans le nord, avec une toute petite équipe. Et puis ensuite, tout au long de l'année 84, on a réussi, en négociant, en discutant. Enfin bon, d'ailleurs, je ne sais pas très bien comment, parce qu'on n'avait pas les clés des décisions. Enfin, on est peu à peu monté à une trentaine. Il faut dire que quand le pays, qui était dirigé par une clique stalinienne, il faut bien appeler les choses. Qui avait renversé l'acier. Voilà, qui avait renversé à cause de la famine déjà à l'époque. Exactement, ouais. Exactement. Il s'était venu au pouvoir en 74 à cause de la famine, et d'ailleurs ressentant moi j'ai connu des journalistes qui avaient couvert ce moment-là. Ces officiers progressistes avaient ressenti une véritable émotion au vu du désastre, de l'horreur de ce qui se passait dans les campagnes éthiopiennes. Donc ce coup d'État était motivé par une insurrection de la justice. Et puis les habitudes, enfin bon, je ne rentre pas dans le détail, finalement ils n'ont pas fait mieux que l'empereur. En revanche, ils se sont radicalisés sur un mode soviétique, stalinien, type années 30, quoi. Mais cette radicalisation s'est produite dans les années 80, justement. Elle est d'ailleurs en partie à l'origine de cette famine, puisque la collectivisation accélérée des terres, la taxation démente qui était imposée aux paysans, faisait que toute production alimentaire était découragée. Ils étaient responsables, en partie. Ils étaient co-responsables. La sécheresse et les criquets n'étaient pas totalement en dehors du coup, mais ils en ont amplifié les effets de manière terrible du fait de leur politique agricole folle, idéologique folle. Vous racontez un peu ce qui se passe à cette époque-là. Justement, ces autorités, cette dictature stalinienne, comme vous l'appelez, dépensent des millions de dollars pour célébrer les 10 ans de leur révolution. Pendant ce temps-là, le peuple crie famine. Et puis, ils vont mettre en place un programme de réinstallation des populations sinistrées du Nord. Alors au départ, vous ne vous inquiétez pas, vous trouvez que finalement ce programme est plutôt bon, d'autant plus que les ONG ont une liberté d'action plutôt grande, on vous autorise à augmenter les effectifs. Et puis l'explication donnée par les autorités est assez rationnelle à l'époque. Oui, c'est en gros une réforme agraire. Ouais. L'idée, c'est que l'Éthiopie a été frappée par des cycles récurrents de sécheresse dont il faut se sortir, et par une politique audacieuse de remodelage du paysage agricole, avec en plus le constat que les terres du Nord étaient surpeuplées, ouais. Donc étaient lessivées, étaient épuisées, tandis que dans le Sud, existaient de vastes étendues fertiles qui attendaient d'être mises en valeur. L'Eldorado, quoi, en fait. C'était présenté un peu une comme sorte ça. d'Eldorado agricole, exactement. Ouais. Il faut dire que le Nord, ce sont des hauts plateaux battus par les vents. Et effectivement, quand on arrive dans cette région d'Abyssinie, on est vraiment frappé par le côté aride, austère du paysage. Tandis que le Sud, moi, je n'ai jamais pu y aller. Enfin, j'en ai vu des images et j'ai vu des gens qui sont... C'est la vallée du Nil. Enfin, c'est la vallée de l'un des deux Nils. Et évidemment, il y a de l'eau, puis c'est plus bas, donc il y a de la végétation. Et du coup, ça apparaît en effet comme une terre à conquérir pour la mettre en valeur. Donc tout le monde finalement croit à cette explication a priori. Voilà. Vous assistez, les ONG assistent à ce que vous appelez dans le livre des rafles. Les populations sont emmenées à bord de camions. On dit d'ailleurs aux gens, si vous n'êtes pas volontaire pour partir, on dit aux ONG, vous ne leur donnez pas de couverture, sachant que s'ils ne prêtent pas de couverture, ils vont mourir pendant le transport. À quel moment vous commencez à avoir des doutes sur ce qui se passe réellement et sur ce déplacement de population ? Ce que vous racontez se produisait de façon régulière, mais à chaque fois, on nous expliquait que c'était un excès de zèle, que le départ devait être volontaire et que, en fait, si il y avait eu des violences, des menaces, du chantage, en Éthiopie, en hiver, sur ce haut plateau, j'ai dit que c'était un haut plateau, la température est négative la nuit, l'eau gèle. Donc si vous n'avez pas de couverture, et en plus, si vous vous trouvez dans un état de faiblesse,
de vulnérabilité, comme l'étaient ces gens-là. c'était le cas pour cette population, vous mourrez, quoi. Donc c'était un chantage à mort. Refuser une couverture à quelqu'un parce que lui-même refusait de partir pour ces nouvelles zones de peuplement, c'était le condamné à mort. Ouais. Donc il y avait vraiment un chantage mortel qui s'exerçait. Nous, on était très choqués de cela. Mais à chaque fois, on nous rassurait, les autorités nous rassurent en disant non, vous inquiétez pas, ce sont ces petits fonctionnaires là, périphériques, qui croient qu'il faut y aller, qu'il faut remplir des quotas et tout, mais pas du tout. En réalité, ils avaient des ordres pour ça, mais simplement, il y avait un double discours. Il y a quand même 40 ONG qui sont présentes sur place, qui assistent à ce qui se passe. Hein. Qui assistent à peu près toutes aux mêmes scènes. Et bon, les doutes, ils sont montés progressivement. Ils sont venus peu à peu. Et moi, en fait, je faisais l'aller-retour entre l'Éthiopie et la France. Enfin, j'allais beaucoup sur le terrain, mais notamment en Éthiopie et sur d'autres terrains également. On avait quand même d'autres opérations. Et chaque fois, je revenais très perplexe. Et c'est la lecture d'un livre que m'a conseillé un copain prof de philo à l'époque, à un moment où je revenais d'Éthiopie, qui m'a vraiment permis de poser le problème dans des termes un peu différents. C'est la lecture de Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt, où je me suis demandé si finalement on n'était pas des petits Eichmann, si on n'était pas là en train de faire notre boulot, et juste notre boulot, et de nous couper délibérément du sens de ce travail, de l'usage qui était fait de notre activité. Et ça a déterminé évidemment... Il y avait des enquêtes aussi, des enquêtes de journalistes. Pas mal de choses. Ouais. Et puis il y avait un certain nombre il y a eu des rapports qui sont arrivés, oui, de journalistes et d'anthropologues, d'ailleurs, enfin de gens qui ont été demandés. Regardez, ça c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'était la grande fête de la solidarité, l'Éthiopie. Il faut se resituer dans l'époque. Les disques, les ventes des groupes qui se mobilisaient, des concerts dans le monde entier. Live Aid, concert de Wembley, Philadelphie, un concert mondial retransmis en Mondiovision. C'était une affaire, ça ressemblait au tsunami. La mobilisation pour l'Éthiopie ressemblait à celle qu'on a connue il y a 2 ans pour le tsunami. Et nous, pendant ce temps-là, notre mine s'allongeait, on se demandait de plus en plus si on n'était pas en fait les complices d'un crime contre l'humanité. Et de fait, c'est ce qu'on était. Avec le recul, et au moment où les choses se sont éclaircies, c'est bien ça qui se passait. Il y avait un crime contre l'humanité, des déportations massives avec une mortalité effroyable, et nous, on en était les auxiliaires. Je ne dirais pas zélés, parce qu'on faisait ça malgré nous, mais comme j'ai en tête cette formule des Guignols, que quand je l'ai entendue, je me suis dit, mais c'est pour l'Éthiopie qu'elle a été forgée, à l'insu de notre plein gré. C'est exactement ça, à l'insu de notre plein gré. Tout le monde voyait bien qu'il y avait des problèmes, mais personne ne voulait... Vous dites juste, l'urgence d'agir neutralise celle de penser ses actes. C'est aussi une des raisons. Voilà, l'urgence d'agir, d'une certaine manière, satisfaisait l'envie d'être là et dispensait de s'interroger sur ce qu'il a... Ça renvoie plus tard la nécessité de comprendre. Voilà. Et puis, qui sommes-nous ? Et puis... on est rien dans toute cette tourmente, et après tout, une vie sauvée, c'est une vie sauvée. Enfin, il y a plein de formules, de slogans, de phrases prêtes à l'emploi qui nous permettent de nous exonérer de cette responsabilité, alors même qu'elle était vraiment centrale. Et moi, j'étais dans cet état d'esprit, comme la plupart de mes collègues des autres ONG. Et vraiment, c'est la lecture d'Arendt qui n'avait rien à voir avec l'Éthiopie, évidemment. C'était Eichmann, un criminel nazi, l'homme qui était chargé des déportations pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, il y a une certaine analogie, des problématiques qui ressortent de ce livre, qui m'a vraiment frappé, que j'explique donc dans le bouquin. Et c'est à partir de là, plus des informations collectées. Oui, j'étais sur le point de dire qu'il y avait une énorme opération de solidarité, mais il n'y avait pas un sou pour financer une enquête auprès des dizaines de milliers de personnes qui avaient pris des risques énormes pour fuir ce pays qui était apparemment devenu le paradis de la solidarité. Personne n'allait les interroger. Non, personne n'allait les interroger. Ouais. Et donc c'est MSF qui a financé, des gens sont venus nous voir, et on a financé, c'était pas grand-chose, hein, un billet d'avion, un séjour en Somalie, un billet d'avion, un séjour au Soudan, puisque c'était les 2 pays où venaient se
se réfugier, les gens qui fuyaient donc l'Éthiopie. Une enquête de quelques semaines, enfin c'était vraiment pas grand-chose. Et là, on a vu ce qui se passait, aussi bien dans les camps de secours que dans les transports, que dans les zones de réinstallation. On a vu que c'était l'enfer. Ce que nous croyons, ce que nous avions envie de représenter comme un paradis humanitaire, était en fait un enfer stalinien du plus pur style, comme on en avait connu dans l'URSS des années 30. Sauf que, en plus, les humanitaires étaient mobilisés pour accélérer le processus. Ça, c'était Et depuis, je me suis toujours dit que quand de grandes opérations ont lieu comme ça, il n'y a aucune raison de se priver d'une ressource fondamentale qui est d'évaluer presque en temps réel, enfin de s'interroger en temps réel sur ce qui peut éventuellement démentir un certain nombre de croyances. Si tout se passe comme prévu, que les choses vont bien, il n'y a pas de raison de s'énerver non plus, d'être perfectionniste, ça peut être parfois l'ennemi de l'efficacité, le mieux l'ennemi du bien. Mais là, quand même, c'était pas inutile de se demander pourquoi des centaines de milliers de personnes se retrouvaient en Somalie, en Éthiopie et au Soudan. Eh bien, une question aussi simple, nous non plus, on ne se la posait pas. Hein. C'est des gens qui sont venus, c'est les gens qui avaient envie de mener cette enquête qui nous l'ont soumise. Et moi, quand j'ai reçu ces gens-là, je me suis dit, mais bon sang, bien sûr, il faut arriver à comprendre ça. Et leur rapport était très éclairant. Ouais. Vous avez lâché une bombe à un certain moment. Vous êtes dans un club de la presse, je crois, anglo-saxon à Paris. Et là, on vous pose une question. Vous n'avez pas du tout prévu de dénoncer ce que vous connaissez à ce moment-là. Non. Il n'y a rien qui vous pousse à le faire tout de suite encore. Non, parce que, et là, c'est assez compliqué à représenter, mais moi, j'avais encore... Ce que je dis là, je le dis avec la connaissance de l'après-coup. Mais on était dans le brouillard de l'action. On avait des lambeaux, des fragments. Alors évidemment, les rapports nous avaient éclairé sur des choses. Mais si vous voulez, on était sous une pression terrible, quoi. Et puis, en plus, c'était jamais dans l'existence d'une organisation humanitaire, personne n'avait eu l'occasion de se confronter à un gouvernement dans un pays où on se sent quand même lié par des relations de suggestion, de respect de l'autorité. Après tout, il faut bien qu'il y ait du respect de l'autorité quand même. C'est pas totalement délirant de respecter le gouvernement du pays dans lequel on est. Au contraire, c'est nécessaire. Donc du coup, pris dans le feu de l'action, dans l'impérative nécessité de sauver des gens qui crevaient, dans le souci de ne pas se confronter à un gouvernement qui était... Plus la mobilisation. Plus la mobilisation, plus le fait que des gens attendaient de nous des bonnes nouvelles. Parce que cette énorme mobilisation, il fallait la payer de retour, si j'ose dire, en apportant la bonne nouvelle selon laquelle les enfants qu'on nous a chargés de soigner en nous versant des fonds, eh bien on les a effectivement sortis de l'enfer, ils vont mieux. Et puis nous, c'était pas... Enfin, vous voyez, ça arrivait par endroits, mais c'était plus compliqué que ça. Et la chose bizarre et assez frappante, c'est que, en effet, je faisais une présentation de Médecins sans frontières aux correspondants diplomatiques étrangers, donc en France. Et je crois qu'il y avait un homme politique important qui s'était décommandé à la dernière minute et il m'avait pris comme remplaçant. Ils n'ont pas regretté, remarquez. Non, de cette manière, je leur ai donné un os à ranger, mais je ne savais pas moi-même que j'arrivais avec un os. Et donc, une journaliste me demande quels sont les principaux problèmes auxquels on est confronté en ce moment. Et moi, je n'avais pas préparé quoi que ce soit. Et me viennent 3 problèmes qui correspondaient aux questions que je traitais au quotidien. C'était l'un, on avait eu 2, correspondait à des attaques dont nos équipes avaient été victimes, l'une au Sri Lanka, l'autre en Afghanistan. Ouais. Et donc je parle des difficultés de l'aide au Sri Lanka et en Afghanistan dans situation de guerre où on est pris pour cible. Et puis la 3e, c'est l'Éthiopie. Et je commence à raconter notre perplexité, nos difficultés, qui étaient redoublées par une nouvelle installation, une nouvelle structure qu'on venait d'ouvrir dans une autre localisation en Éthiopie. Et la journaliste qui m'avait posé cette question, très logiquement, me demande, moi je racontais ça, je me laissais, enfin vous le voyez, je me laisse assez facilement embarquer dans la parole, peut-être un peu moins facilement à l'époque, parce que j'étais plus jeune et plus retenu, mais quand même, le fait de mettre en récit cette histoire,
c'est-à-dire de relier les différents fragments que j'avais à l'esprit, d'un seul coup, à mes propres yeux, était une sorte d'injection de sens. Mais en la racontant, je me la racontais à moi-même. Et je n'avais jamais pu le faire auparavant parce que finalement, je ne parlais que à des gens qui étaient directement en rapport avec l'Éthiopie. Du coup, il y avait tout un implicite, toute une partie de l'histoire qu'on ne soulevait pas, qu'on ne parcourait pas, parce qu'on parlait entre gens avertis. Là, le fait de devoir l'expliquer à ces journalistes, qui étaient donc des correspondants diplomatiques à Paris, qui étaient assez loin des questions éthiopiennes, ça m'a obligé à mettre tout cela dans une sorte de perspective et à ordonner ces différents éléments. Et puis la journaliste vous dit, mais qu'est-ce que vous allez faire si vous constituez comme ça à ce moment-là? Et oui, peu à peu... Si ça continue, qu'est-ce que vous faites? Du coup, ça apparaissait comme évident. Qu'est-ce que vous faites? Et moi, pris par la logique même de ma mise en récit, je dis, mais si ça continue comme ça, si on n'obtient pas satisfaction, une suspension des transferts de population, un arrêt de l'utilisation de l'utilisation de l'aide pour cette politique, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, on va devoir partir. En tout cas, on ne pourra pas continuer comme ça. Ça paraît trivial, mais ça a été une petite bombe. Sachant que vos confrères d'MSF, vos amis d'MSF qui sont à côté de vous à la tribune, tombent de leur chaise quasiment quand vous dites ça. Oui, vous n'avez pas conscience à ce moment-là de ce que vous dites véritablement, des conséquences que ça peut avoir derrière? Pas conscience et en même temps, vous ne mesurez pas forcément l'impact que ça peut avoir. Non, pas du tout. Moi, j'étais entièrement pris dans ma volonté de rendre claire cette situation très embrouillée et la rendant claire aux yeux des autres, je l'éclaircissais à mes propres yeux. C'était un processus qui était en route. C'était pas une décision et puis une exécution. C'était vraiment quelque chose qui marchait comme ça, de façon presque autonome, qui m'échappait à moi-même. Mais bon, je me rendais compte que j'étais en train de dire des choses énormes du point de vue d'MSF parce que j'étais en train de déclarer une guerre pacifique, certes, mais enfin la guerre au gouvernement éthiopien. Complètement. Et effectivement, Claude Maluret, qui était à côté de moi, et Francis Charon, qui était le directeur d'MSF, les deux directeurs d'MSF à l'époque, commençaient à trépigner. Enfin, j'ai senti leur inquiétude émerger parce que pour la jeune association, la jeune organisation qui était MSF à l'époque, il y avait de très lourds enjeux. Mais bon, c'était lancé. Et comme on fonctionnait ensemble avec une très grande confiance mutuelle, qui savait que je ne suis pas un truqueur, que je ne fabriquais pas que je n'avais pas préparé, mijoté un mauvais coup pour le leur imposer. Ils voyaient bien que c'était venu spontanément dans le cours d'une réflexion à haute voix, en fait. C'était comme ça que ça s'est passé. Ils m'en ont pas trop voulu, mais enfin, quand même, on a eu une petite prise de bec au retour. Et quand je les ai convaincus que ça a été assez rapide, que j'avais rien préparé, que c'était comme ça, on a tout de suite abordé la question de façon plus constructive. Dit maintenant, comment on fait? Et on a. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Quelles ont été les réactions? Parce que dans la presse, tout le monde s'en est saisi, évidemment, tout de suite. C'était une des bagarres, vous dites, les plus dures que MSF a menées. Ça a été insensé. Ça a été. Enfin, jamais j'aurais imaginé que ça pouvait prendre des. C'est-à-dire que toute la presse s'y est mise, y compris Paris Match, TF1. Enfin, c'était pas la presse spécialisée. C'était vraiment toute. Mais ça a pris cette ampleur parce qu'il y a eu cette mobilisation qu'on a décrite. C'est surtout ça, en fait. D'un seul coup, une mauvaise nouvelle arrivait, et nous étions les messagers de cette mauvaise nouvelle, dans un concert de paroles sucrées, d'annonces de bonnes nouvelles, la solidarité internationale est venue à bout, la fraternité universelle, tous unis la main dans la main, la grande histoire des petits gars qui vont se porter au secours du noyé, le sortir de l'eau, etc. Et nous, d'un seul coup, on apparaît comme des naufrageurs, comme de grossiers personnages qui viennent troubler la grande fête. Vous n'êtes pas parti, on vous a mis dehors en fait de l'Éthiopie, c'est ce qui s'est passé. Oui, on n'est pas parti. Oui. Non, du coup, on a changé de pied. Les opérations, on les continuait, d'autant plus qu'on avait envie. Enfin, on avait envie de travailler, mais on a tenté, et ça a été. Alors là, je ne veux pas personnaliser à l'excès, mais ça a été mon investissement personnel. On a tenté de créer un rapport de force. Et
moi, cette idée que on peut négocier et créer des rapports de force, elle m'a vraiment, elle s'est ancrée dans ma tête à ce moment-là. Et compte tenu du fait que l'Éthiopie était sous les feux de l'actualité mondiale à l'époque, et que c'était très délicat pour elle, même si c'était plus facile qu'aujourd'hui, parce que les ONG étaient moins reconnues qu'elles le sont désormais, mais à l'époque, les ONG, à l'époque, le gouvernement éthiopien était quand même dans une certaine vulnérabilité, parce que, étant l'objet d'une compassion universelle, il avait aussi quelques obligations vis-à-vis de ceux qui manifestaient cette compassion. Et donc, j'ai la conviction que si, à ce moment, on est déjà en octobre 85, ça avait commencé en janvier-février, tout ça. Donc, vous voyez, il s'est passé 9 mois pendant tout ce temps-là. Si en octobre, si à ce moment-là, on avait pu rassembler les principales, la dizaine d'ONG qui tenaient le haut du pavé à l'époque, pour dire nous ne cautionnerons pas ça. Nous ne voulons pas être partie prenante à une politique dont on voit bien qu'elle est la première cause de mortalité, qu'elle fait souffrir et qu'elle ne... On ne remet pas en cause la réinstallation, on ne remet pas en cause le plan de réforme agraire, on ne fait pas de l'ingérence, on n'a pas à remettre ça. Simplement, on ne veut pas être engagé dans une politique qui est aujourd'hui meurtrière. Donc on pouvait demander un moratoire sur les déplacements de population et le respect du contrat que l'Éthiopie, le respect des termes du contrat que l'Éthiopie s'était engagée à Sauf que personne ne vous a suivi. Voilà, ouais. Sauf qu'on s'est retrouvé tout seul. Ouais. Et du coup, on a été expulsés, virés comme des... Est-ce que finalement, dans cette histoire, plus que la bagarre qu'a eu MSF, les attaques que vous avez subies, est-ce que finalement, ce qui vous a pas fait le plus mal, c'est justement de ne pas être suivi par les autres ONG, qui assistaient exactement à la même chose que vous, qui avaient la même conscience de ça? C'est plus ça qui vous a blessé finalement dans cette affaire? Enfin, ce qui m'a blessé, c'est l'échec d'un projet, c'est de ne pas réussir à faire quelque chose qui était à portée de main. Ouais. Mais c'est indissociable de ce que vous dites, parce qu'en effet, ceux qui auraient pu modifier le cours de l'histoire, c'est les autres ONG qui étaient à pied d'œuvre à ce moment-là. Et malheureusement, personne n'a suivi, au nom de la neutralité, au nom de la nécessité de se tenir à distance de tout enjeu politique, comme si, finalement, se taire dans ces circonstances-là, c'était ne pas faire de politique, et comme si la seule façon de faire de la politique, c'était de parler. Et c'est depuis donc comme si le fait de prendre la parole était identifié à une prise d'opposition politique, et le fait de ne pas la prendre, de rester silencieux, était identifié à justement une position de neutralité. Moi, à ce moment-là, j'ai compris que c'était pas du tout comme ça en tout cas, selon moi, c'était pas du tout comme ça que se posait le problème. Le problème se posait entre choisir de faire la politique qu'on veut faire ou choisir d'exécuter la politique qu'on nous impose. Donc, rester silencieux, c'était accepter d'être en quelque sorte la poupée ventriloque du gouvernement éthiopien qui disait « Regardez, il ne se passe rien, tout va bien, les secours marchent bien, c'est une grande opération, merci tout le monde, passez votre chemin. » D'ailleurs, s'il se passait quelque chose, les gars là, qui sont sur le terrain, ils ne manqueraient pas de vous le dire parce que c'est des gens libres, etc. Donc, il indiquait, et vraiment j'ai des déclarations incroyables, vraiment frappantes de ce point de vue-là. Le gouvernement éthiopien avait une attitude presque provocatrice. Mais bon, personne n'a répondu à cette provocation de cet côté, sauf MSF, pour des circonstances que je ne sais pas pourquoi plus MSF que d'autres. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en effet, on aurait pu modifier le cours de l'histoire. Des années après, les principales ONG qui étaient à pied d'œuvre en Éthiopie ont reconnu, au moins elles ont tiré les leçons de l'expérience, elles ont fait un bilan et elles ont reconnu qu'à l'époque, ce qu'elles considéraient comme du tapage médiatique, comme une prise de position politique, comme quelque chose qui était contraire aux principes humanitaires, de l'opportunisme, enfin vraiment tous les mots pour nous salir avaient été employés à ce moment-là, que finalement c'était ce qu'ils auraient dû faire aussi. Donc, il y a 500 ONG, je crois, vous dites dans le livre, aujourd'hui en Éthiopie, c'est ça ? Non, à l'époque, il y avait 30 ONG. Il y avait 30, mais aujourd'hui, il y en a... En Éthiopie, je ne sais pas... Non, le chiffre de 500 ONG, c'était pour le tsunami. Ah, le tsunami, d'accord. En Éthiopie, il y a toujours aujourd'hui une présence forte des ONG, oui, la vôtre notamment, vous êtes présent. Oui. Le régime a changé entre-temps, on est retourné dans ce pays.
Est-ce qu'il y a eu d'autres erreurs comme celle de l'Éthiopie, commises par les ONG? Est-ce que vous avez failli être pris à ce même piège à d'autres périodes? Oui, moi j'en vois deux. Heureusement, c'est quand même des situations exceptionnelles où il y a un pouvoir totalitaire qui se manifeste avec cette violence, cette détermination. C'est quand même pas l'ordinaire de l'action. Dans l'ordinaire de l'action, on arrive à travailler, on ménage plus ou bien à sa place, on se donne plus ou moins de degrés de liberté, mais enfin, on arrive à travailler. Là, on n'arrivait plus à travailler, on était agi. Disons qu'on n'arrivait plus à agir de soi-même, on était agi par le gouvernement éthiopien. Il y a eu, disons, 3 autres circonstances, à mon avis, où les choses se sont passées de façon un peu comparable à l'Éthiopie. Il y a eu les camps du Rwanda, les camps du Zaïre de réfugiés rwandais après le génocide de 1994. Alors là, MSF s'en est retiré, voyant que après quelques mois, peu à peu, c'était le pouvoir génocidaire du Rwanda qui avait établi son emprise sur les camps et que ce n'était pas un sanctuaire humanitaire, mais un sanctuaire militaire servant de base à une attaque qui allait être lancée contre le Rwanda. C'était ça qui était devenu ces camps. Donc nous, on a tenté une démarche auprès des Nations Unies, avec d'autres ONG d'ailleurs, avec une quinzaine d'autres ONG, parmi les plus importantes, celles qui avaient la plus grande action dans ces camps. On a demandé au Conseil de sécurité l'intervention d'une force de police dans ces camps pour séparer les réfugiés et les criminels, disons ceux qui étaient les miliciens, les gendarmes, les militaires qui avaient accompli le génocide quelques semaines auparavant. Mais ça n'a pas été fait. Donc, voyant cela, on en a tiré les conclusions. On a dit, si nous, on ne sera pas la logistique humanitaire des génocidaires. Donc, on s'est retiré. On s'est retiré en faisant le plus de bruit possible, mais on s'est retiré en tentant d'entraîner avec nous un mouvement. Quelques-uns sont venus, d'autres ont continué. 2 ans plus tard, la guerre du Zaïre commençait dans ces camps, parce que c'était en effet des sanctuaires militaires. Je fais juste une parenthèse sur le Rwanda, enfin, on pourrait être beaucoup plus long. Vous dites à un moment que vous avez été extrêmement choqué par une formule du Conseil de sécurité des Nations Unies qui disait qu'il s'agissait d'une crise humanitaire particulièrement grave. Ça a été utilisé dans sa résolution sur le Rwanda de juin 1994. Vous dites il y avait quelque chose d'insupportable à voir la plus haute instance des Nations Unies utiliser un euphémisme pareil pour parler du crime contre l'humanité par excellence qu'est le génocide et à proclamer sa neutralité dans de telles circonstances. Ouais. Oui, se proclamer neutre devant le génocide alors qu'il y avait des forces des Nations Unies présentes. Il y avait 2500 hommes casque bleu présents au Rwanda et il aurait fallu doubler leur effectif. Tous les experts militaires, les généraux que j'ai pu entendre s'exprimer, généraux et colonels que j'ai pu entendre s'exprimer là-dessus le disent, il aurait fallu 5000 hommes, une troupe de 5000 hommes pour arrêter cette affaire qui partait essentiellement de Kigali, la capitale, et donc d'un espace qui était très limité avec des forces combattantes en nombre très restreint, donc il ne s'agissait pas d'une énorme affaire. Il était possible d'enrayer le processus génocidaire, encore aurait-il fallu déclarer la situation de génocide et renforcer le contingent des Nations Unies à la place de l'évacuer. Mais c'est l'évacuation qui a été décidée. Effectivement, c'est un moment de honte, je crois, pour les Nations Unies. D'ailleurs, Kofi Annan, qui était à l'époque patron des opérations de maintien de la paix, a lui-même convenu, il a le mérite au moins d'avoir fait amende honorable sur cette question, a lui-même convenu qu'il avait été à la fois mal conseillé, qu'il avait pris une mauvaise décision, mais enfin, c'était trop tard. Donc il y a eu le Rwanda, et la responsabilité des Nations Unies est une chose, celle des ONG en est une autre. En l'occurrence, on cherchait à faire intervenir cette force de police pour évacuer, ou pour en tout cas mettre à part les acteurs du génocide qui étaient dans ces camps et qui les contrôlaient. Ça n'a pas été accepté, en dépit du fait que le secrétaire général des Nations Unies soutenait cette demande. Le Conseil de sécurité l'a refusé. Nous nous sommes retirés. Parce que si on peut pas... On voyait bien qu'il y avait un appareil criminel qui était en construction. Et je retirais de la lecture d'Arendt cette idée finalement assez simple, mais qui met beaucoup de temps à mûrir. C'est que si on ne peut pas empêcher un crime, au moins on peut s'abstenir de participer à sa commission. Déjà, c'était ça. Les ONG n'ont pas d'armes et il ne faut pas qu'elles en aient. Elles ne sont pas là, elles ne sont pas des forces combattantes.
Mais elles doivent prendre conscience qu'à certains moments, heureusement, c'est rare, c'est exceptionnel, mais à certains moments, elles peuvent être conduites à servir d'auxiliaire à une politique criminelle, l'Éthiopie, ou carrément d'auxiliaire à une politique militaire meurtrière d'assaut, d'attaque. Ben là, à quoi sert la liberté si ce n'est pas pour s'en servir? À quoi sert d'avoir la liberté de se retirer si ce n'est pas pour de temps en temps montrer que oui, elle sert à quelque chose et qu'on peut le faire? Donc le Rwanda, la Corée du Nord, une famine terrible qui est entièrement le résultat de ce régime fou, de ce régime, de ce régime qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire, ce totalitarisme absolu, cet absolutisme totalitaire qu'est le régime nord-coréen. On s'est retiré parce on s'en est retiré au bout d'1 an et demi parce qu'on n'avait aucune possibilité de veiller à la bonne utilisation des secours et des équipes de secouristes qu'on avait en place sur le terrain. 1 an et demi, donc ça veut dire qu'on a essayé avec beaucoup d'acharnement, comme d'autres organisations, comme les Nations Unies. Avec nous se sont retirées les autres organisations humanitaires. Les Nations Unies sont restées, et là, il y a quelques mois, elles viennent de diviser par 10 leur programme exactement pour les mêmes raisons. Donc là, il y avait vraiment une impossibilité d'agir. Quand on ne peut pas agir, on n'agit pas. Et puis... voilà. Troisième cas, non? Ça fait Rwanda. Le tsunami. On va reparler. L'action humanitaire, est-ce qu'elle doit être neutre et impartiale? Non, l'action humanitaire, elle est impartiale. Pas neutre. Pas neutre. Quand on est neutre, il faut se taire. Parce qu'une prise de parole, c'est déjà une rupture de neutralité. Ou en tout cas, si c'est une prise de parole qui pointe une responsabilité particulière. Là où les ONG en Éthiopie touchaient un point juste, mais questionnaient en même temps la justesse de ce point, c'est quand elles nous accusaient de ne plus être neutres. En effet, nous n'étions plus neutres puisque nous tenions le gouvernement éthiopien pour responsable d'une situation à laquelle nous ne voulions pas adhérer, dans laquelle nous ne voulions pas entrer. Donc, de fait, on rompait cette neutralité. Il y avait une controverse et on prenait part à cette controverse. D'ailleurs, même on la créait, cette controverse, et ensuite on l'alimentait. C'est exactement ce que veut dire la neutralité, ne prendre part à aucune controverse. Mais moi, je considère que la neutralité n'est pas un principe humanitaire. C'est l'impartialité qui est un principe humanitaire. L'impartialité, ça veut dire qu'on fournit des services, des biens, des secours à des gens à proportion de leurs besoins. Si, par exemple, il y a une ville assiégée, une population assiégée, à l'intérieur donc, ceux qui sont en état de siège ont des besoins infiniment plus grands, en général, que ceux qui sont les assiégeants. Mais si on dit il y a deux parties, on va répartir 50-50 nos secours, eh bien, on est neutre, en effet, mais on n'est plus du tout impartiaux. Si on est sérieusement humanitaire, me semble-t-il, on va d'abord aider ceux qui ont le plus besoin, et donc ceux qui sont assiégés, quitte d'ailleurs à payer un ticket d'entrée, soyons réalistes. Il faut savoir aussi distribuer des biens et des secours à des gens qui n'en ont pas forcément le plus grand besoin pour accéder à ceux qui en ont le plus besoin. Donc pour respecter ce principe d'impartialité, enfin c'est plus qu'un principe, c'est une raison d'être. Il faut savoir aussi négocier, transiger, accepter de payer au passage. Mais la neutralité, elle n'a, selon moi, de sens que pour la Croix-Rouge. Parce que la Croix-Rouge a une fonction particulière, elle est mandatée par les États, elle est un intermédiaire entre les parties belligérantes, elle a une fonction diplomatique. D'ailleurs, les délégués de la Croix-Rouge ont un passeport diplomatique. Les interlocuteurs du comité international de la Croix-Rouge sur le terrain, ce sont les ministères des Affaires étrangères, leurs homologues sont les ambassadeurs. Donc vous voyez, il y a là un statut, et donc ils sont des intermédiaires neutres entre les parties belligérantes. Et le fait qu'ils visitent les prisons, qu'ils assurent le respect des conventions de Genève auprès des prisonniers, ça leur donne aussi quelques obligations. Ce droit qu'ils ont d'intervenir, d'avoir un statut diplomatique, d'intervenir dans les prisons, leur confère une obligation qui est celle d'être neutre. Et moi, je respecte tout à fait cette obligation. Je la considère comme
naturel, mais c'est bon pour la Croix-Rouge internationale. Nous ne sommes pas la Croix-Rouge internationale, nous n'avons ni ces possibilités ni ces obligations. Donc nous ne sommes pas liés par la neutralité. Alors je voudrais qu'on parle évidemment du tsunami, il nous reste quand même assez peu de temps, mais juste avant de parler du tsunami, on ne peut pas ne pas parler avec vous du droit d'ingérence. Je voudrais que vous nous en disiez un mot. J'ai retrouvé un article où vous dites c'est habillé d'un manteau de vertu la loi du plus fort. C'est vrai, quand on voit ce qui s'est passé en Irak, ça fait pas rigoler, mais en même temps, le droit d'ingérence, Eh bien oui. Et quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Il me semble que maintenant, c'est un débat qui est vraiment périmé depuis l'Irak. Depuis l'Irak, ouais. Moi, j'étais convaincu de ce genre de résultat si le droit d'ingérence devenait une pratique, disons, en vigueur dans l'espace international. Il manquait, d'une certaine manière, cette expérience. La voici. Vous diriez presque que c'était mieux avant, à l'Irak ? Vous diriez pas jusqu'à c'est ce que disent pas mal d'Irakiens. C'est de fait... mais je veux être tout à fait clair. La dictature de Saddam Hussein était sanglante, violente, ce régime corrompu et tyrannique. Il n'y avait aucune raison de le soutenir. Enfin, en tout cas, ce n'est pas chez moi qu'il trouvera le moindre soutien. Mais c'est un registre familier pour un médecin de savoir qu'il y a des remèdes qui sont pires que les maux qu'ils entendent traiter. Et que tout traitement d'un problème est d'abord un calcul entre les bénéfices que l'on peut retirer du traitement et les dommages que ce traitement peut causer. Ça, c'est une donnée de base. Et je crois qu'en politique, je ne veux pas faire de cette règle médicale une règle politique en elle-même. Enfin, cette même logique s'applique. Quand on prend une mesure, on est soucieux de savoir si elle ne va pas aggraver le problème qu'elle entend régler. C'est quand même la moindre des responsabilités à prendre. Eh bien, pour tout le monde, c'était clair que l'intervention en Irak causerait on ne savait pas forcément exactement de quelle manière, mais il était clair que cette intervention causerait plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. On risque de ne plus entendre parler de cette formule. Le droit d'ingérence, a priori, on n'entendra plus parler, vous pensez ? Je pense qu'il est mort à Bagdad en mars 2003. Oui. Ouais. Alors, on va parler du tsunami et de ce Noël 2004, où, alors là, évidemment, là encore, vous avez lancé une petite bombe, puisque MSF a été la seule ONG à dire cesser de donner pour les rescapés du tsunami. Alors, ça a été assez mal compris sur le moment. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer cette position que vous expliquez très très bien d'ailleurs dans le livre ? La mobilisation exceptionnelle suscitée par le tsunami a eu des résultats vraiment exceptionnels sur le terrain, puisque du monde entier ont afflué des secours, des 500, équipes, vous disiez, c'est ça, tout à l'heure. voilà, il y avait 500 ONG au début janvier au Sri Lanka, 500 ONG, 5000 volontaires étrangers. Il y a une véritable petite ville qui se construisait sur le mode des secours humanitaires. Et très vite, depuis le terrain, très vite, je veux dire quelques jours après la catastrophe, depuis le terrain, les équipes de MSF ont été envoyées dans les 48 heures qui ont suivi la catastrophe, des équipes expérimentées qui ont une grande habitude des situations d'urgence. Elles nous ont fait passer le message que ça y est, les besoins d'urgence étaient entièrement couverts. Entièrement couverts. Alors qu'est-ce que ça signifie besoin d'urgence en fait ? Ah voilà, qu'est-ce que ça signifie ? Ça, c'est une excellente question. Ça signifie des choses plus complexes, non pas, en fait elles sont très simples, mais elles sont contre-intuitives. L'idée générale, celle qui circule et qu'on a vu réapparaître au moment du tsunami, c'est que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, il y a un très grand nombre de blessés, il y a un très grand nombre, alors, il y a souvent un très grand nombre de morts, que l'omniprésence des cadavres est elle-même source de risques épidémiques. Donc il y a à la fois un grand nombre de blessés qu'il faut opérer en urgence et un grand nombre de populations qui sont sous la menace
d'épidémies, de typhoïde, de typhus, de choléra. C'est en général les 3 maladies qui sont invoquées. Et puis, à cela, il faut rajouter qu'on parle, ça je l'ai vu à l'occasion du tsunami, qu'on parle de risque de famine, parce que les destructions et les mouvements de population qui en sont le résultat coupent les gens de leurs ressources et donc les empêchent de se nourrir. Donc là, on a même vu apparaître un risque de famine. Et bon. Donc, blessés, malades de maladies épidémiques, réfugiés, orphelins. On a parlé aussi beaucoup d'orphelins. On a parlé de 10 000 orphelins en Indonésie qui seraient la proie des raquettes pédophiles. Voilà ce qu'on imaginait, enfin ce qui était donné comme étant l'état des besoins. On parlait de 500 000 blessés, de centaines de milliers de réfugiés, on parlait de 150 000 morts qui étaient à craindre du fait de la survenue d'épidémies qui allaient être cataclysmiques, 150 000 morts. Donc on créait une atmosphère d'urgence. Or tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Il n'y a jamais eu. Et je peux dire évidemment, avec 2 ans presque et demi de recul, qu'il n'y a pas eu d'épidémie. Mais il est facile de retrouver les traces. Dès la catastrophe, je disais, et le président de MSF le disait également, qu'il n'y aurait pas d'épidémie, qu'il était absurde de brandir le risque. Il est absurde, dangereux, contre-productif de brandir un risque épidémique. Et pourquoi? Alors qu'il y avait des cadavres, justement. Mais les cadavres ne provoquent pas d'épidémie. Ça, c'est une croyance biblique. C'est, si vous voulez, c'est les fléaux bibliques, c'est les mots, les 10 plaies d'Égypte. Les cadavres ne produisent pas... Je ne veux pas faire un cours d'épidémiologie ou de bactériologie, mais bon, la décomposition... Les cadavres sont une nuisance. Aucune civilisation, aucune culture, aucune société au monde ne peut vivre dans la proximité des cadavres. Donc il faut, en effet, identifier et enfouir les cadavres rapidement. Mais ça n'est pas pour des raisons sanitaires, c'est pour des raisons psychologiques, des raisons anthropologiques, tout ce qu'on veut, mais pas pour des raisons sanitaires. Il n'y a pas de cadavre. Si vous voulez, même quelqu'un qui est mort du choléra n'est plus contagieux une fois qu'il est mort. Il est contagieux quand il est vivant, mais il n'est plus contagieux quand il est mort. Ça, les gens qui ont une certaine compétence en matière d'intervention en situation de catastrophe, qui ont d'abord tiré le bilan de leurs propres interventions, qui ont étudié les catastrophes du passé, le savent. Mais tout se passait comme si cette ignorance pré-pasteurienne, parce qu'en gros, c'est depuis Pasteur qu'on connaît, on saisit bien la raison pour laquelle les cadavres ne sont pas en eux-mêmes des sources d'épidémie. Donc il n'y avait pas de risque d'épidémie? Est-ce qu'il y avait des Donc, blessés? aucun risque épidémique. Très peu de blessés, car la plupart, dans l'immense majorité des cas, à quelques rares exceptions près, et il faut donc aller sur le terrain pour vérifier si on n'est pas dans une situation d'exception, en général, on pourrait dire malheureusement, mais bon, contentons-nous du constat clinique, les catastrophes naturelles font beaucoup de morts et des sans-abri, mais pas de très peu de blessés. La plupart des blessés, c'est-à-dire ceux qui survivent aux éboulements, ceux qui sont désencastrés, sont des blessés légers. Il y a quelques blessés graves, mais la plupart sont des blessés légers. Donc les services d'urgence sont certes encombrés, mais très rapidement... Oui, avec le nombre de ONG qui étaient sur place. Ouais. Même pas, oui. Pas. D'abord, il y a les ONG, même mais pas, c'est qu'il y en avait pas les structures locales, parce qu'il faut avoir conscience du fait qu'une catastrophe naturelle, ça frappe un périmètre très circonscrit. Par exemple, au Sri Lanka, dont on a beaucoup parlé au moment de la catastrophe, il suffisait de 2 minutes de marche pour être en dehors de la zone affectée, c'est-à-dire avoir accès à des routes, des dispensaires, des hôpitaux qui fonctionnaient parce que le pays était intact. En dehors, c'était juste une bande côtière qui était frappée. Alors, elle était terriblement frappée, en effet. Mais si vous voulez, il ne faut pas se laisser piéger par le champ télévisuel. Le champ télévisuel, effectivement, il nous rapporte les images de la catastrophe. On a l'impression que c'est Hiroshima, que le Sri Lanka était détruit. Mais non, une bande de terrain était celle qui avait été frappée par la mer. En gros, entre 50 et 300 mètres de large. Donc, vous voyez, quand je dis 2 minutes, c'est pas... Disons 500 mètres dans les parties les plus planes. Mais même ça, vous voyez, c'est quelques minutes de marche. Donc il n'y avait ni besoin d'eau, il n'y avait pas de réfugiés, il n'y avait pas d'épidémie, il y avait très peu de blessés. Il y avait... ensuite, c'est des abris temporaires, des vivres, en effet, et puis la préparation d'un processus qui est toujours très lent de reconstruction. Ouais. Mais ça, c'est pas vous. Et ni vous, ni personne ici, si par malheur votre maison venait à brûler,
ne feriez appel à Médecins sans frontières ou à une ONG pour la reconstruire. Vous feriez appel à une société de travaux publics, à tout corps d'État, à des maçons, des électriciens, des hommes de l'art. Les ONG ne sont pas... Et ça, c'était les vrais besoins à ce moment-là. Oui, sachant que ce sont des besoins qui ne peuvent pas être satisfaits immédiatement. Il faut du temps. Bien sûr. Parce qu'après une catastrophe naturelle, de toute façon, il y a des travaux de réaménagement, retraçage des routes, digues, mesures de sécurité, choix d'installation des casernes, des commissariats. On pense toujours aux hôpitaux, aux écoles, parce qu'on est toujours dans une espèce de pieuse incantation. Mais oui, bien sûr, une société a besoin d'hôpitaux et d'écoles. C'est sûrement pas moi qui vais dire le contraire. Mais elle a besoin aussi de commissariats et de casernes. Et ça fait partie des choses qui sont à reconstruire. Tout ça fait partie de plans d'urbanisme, donc de négociations, de règlements de litiges fonciers, de règlements de conflits, parce que c'est pas évident, une politique d'aménagement urbain, c'est pas évident, tracer une route, replacer un port, réaménager des terrains, des centrales électriques, enfin tout ça ne peut pas s'improviser et ne peut pas être le travail des ONG ni même des Nations Unies. Donc verser de l'argent pour permettre aux sociétés concernées et aux États concernés de financer cette reconstruction, ça, en effet, c'est indispensable et il est bien que la communauté internationale ait réagi dans ce sens-là. Mais s'illusionner sur le fait que, du fait de la liberté et de la souplesse des ONG, en quelques mois, on va faire surgir de terrain, c'est croire au pouvoir thaumaturge de l'argent. C'est une espèce de rêve comme les plus libéraux des libéraux ne l'ont jamais eu en tête. C'est comme des champignons après la pluie. Toutes les maisons vont ressurgir. C'est absurde. Ce sont des sociétés qui ont été détruites. Enfin, je veux dire, des bouts de sociétés qui ont été détruites. Donc c'est dans un travail social que ça repart. Et au bout de combien de jours vous avez pris conscience que les besoins d'urgence, comme vous avez dit, n'étaient pas... Une semaine. Une semaine. Et vous avez lancé votre appel au bout de combien de temps ? Une semaine. Ouais. Si vous voulez, parce qu'on voyait la courbe des rentrées de fonds devenir exponentielle. Ça peut paraître bizarre, mais c'en était inquiétant, parce que quand on vous envoie de l'argent pour une destination précise, et dans le contexte de cet événement-là, c'était bien pour les victimes du tsunami, vous êtes obligé Alors, on en était dans cette situation paradoxale où on manquait d'argent pour d'autres choses et où on allait être obligé de dépenser des sommes considérables, de se battre au coude à coude avec les petits copains pour trouver l'endroit où on allait planter notre drapeau, installer notre dispensaire. Vous savez, il y avait des endroits où il y avait un dispensaire, dispensaires sous tente, tous les 10 mètres, où les gens passaient de dispensaire en dispensaire pour tromper leur ennui, prendre une pilule rouge, une pilule bleue, un cachet vert. Parce que c'était ça, c'était une espèce de supermarché gratuit de l'aide, mais dans les formes les plus grotesques. C'était ridicule. Vous avez reçu combien en une semaine ? Combien on a reçu en une semaine je crois, en France... Alors attendez, parce que le problème, c'est que il y a eu aussi il y a un télescopage de dates, et puis il y a MSF, les autres sections de MSF. Je crois qu'on a reçu, dès le début, déjà 3 millions d'euros en l'espace d'une semaine, ce qui est énorme. Ouais. On a fait un premier bilan, je crois, à la mi-janvier. À la mi-janvier, MSF, dans son ensemble, avait déjà reçu, sans faire la moindre demande. Ouais. Au contraire, on allait à l'encontre des demandes. On avait reçu, je crois, 40 millions d'euros, sous réserve de vérification. Je ne suis plus tout à fait sûr. Ouais. La Croix-Rouge française a reçu 100 millions d'euros, rien qu'en France. 1,5 milliard d'euros à l'échelle internationale, le mouvement des Croix-Rouges. 1,5 milliard d'euros. Qu'en faire ? Ouais. Et alors là, une fois de plus, vous êtes opposé aux autres ONG qui ne vous ont pas suivi sur ce discours-là ? Pas les ONG. Alors là, non, les ONG ont été d'accord avec vous en disant stop. D'abord, la plupart des ONG savent qu'on est sur notre terrain dans ce genre de situation et que ce qu'on dit, on sait pourquoi on le dit. Donc il y a un argument de compétence, d'expérience qui a joué, et aussi bien Médecins du Monde que les gens d'Action contre la faim. Non, avec les ONG, on n'a eu aucun problème. Sauf que bon, certains n'étaient pas contents parce qu'ils auraient voulu qu'on se concerte. Moi, je vois pas. Nous, on parlait pour MSF. Enfin, d'ailleurs, moi, je parlais pour moi-même. Je suis intervenant dans le débat public aussi à titre personnel, au titre de mon expérience. Et il y avait le président d'MSF, Jean-Hervé Bradol, qui représentait MSF et qui connaît très bien son affaire et qui défendait très bien la position, enfin, qui expliquait très bien la position de
de MSF. Bon, chacun était libre de tirer les conclusions de ce qui était visible à l'œil nu, au premier abord, sur le terrain. Là où malheureusement les choses se sont compliquées, sans doute est-ce comment dire, un trait caractéristique de la vie publique française, c'est qu'on a des personnalités qui ont pris la mouche et qui ont pris cette histoire comme si c'était contre eux, alors que vraiment, les textes sont là pour l'attester. MSF parlait de façon très neutre des secours qu'elle mettait en place et demandait d'arrêter. Bon. En expliquant la situation. Il n'y avait aucune critique contre quiconque. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi, une semaine après le tsunami, on aurait critiqué. Au contraire, on ne pouvait que se féliciter d'un tel mouvement de solidarité. Mais le soir même, il se trouve que le MSF a publié sur son site un entretien avec son directeur qui expliquait donc qu'on ne voulait plus, notamment parce que c'est par le site de MSF, comme pour beaucoup de que les gens donnent. Que les gens donnaient. Donc c'était une bonne occasion d'afficher tout de suite et on disait non, ne nous donnez plus pour le tsunami, mais vos dons sont les bienvenus pour le Niger et le Darfour, qui sont Niger et Darfour. En plus, c'était ces deux pays-là qui étaient. Oui. Ouais. Donc ça a été assez bien, assez bien compris avec quand même quelques aspects conflictuels. Et puis ensuite, à mesure que le temps passait, très bien compris. Mais il se trouve que ce jour-là, c'était un lundi, je m'en souviens, c'était le lundi 3 janvier. Ce jour-là, TF1 avait décidé de faire un appel de faire une soirée exceptionnelle au profit des victimes du tsunami. Soirée à laquelle était invité le président de MSF et à laquelle participaient le président de la Croix-Rouge, Bernard Kouchner, Jean-Christophe Ruffin, et puis je ne sais plus qui. Mais disons, ça c'était les principales personnalités qui étaient invitées. Jean-Hervé Bradol a appelé TF1 disant que, compte tenu de la position d'MSF, il ne souhaitait pas participer à cette émission, puisque c'était une émission de collecte de fonds. Donc, ça aurait été contradictoire. Donc, et puis, il ne s'agissait pas pour MSF de faire, et pour Bradol en particulier, de faire une polémique là-dessus. MSF ne prenait plus de fonds. Patrick Poivre d'Arvor, qui animait cette soirée, présente la chose, les invités, etc., et annonce, à sa façon très, très neutre, très distanciée, très, très calme, sans aucun jugement, annonce que le président d'MSF n'est pas là parce que MSF ne veut plus recevoir de dons pour le tsunami. C'est su comme ça. C'est comme ça. Et donc, c'est PPDA qui l'a dit. Enfin, moi, j'avais été invité à Europe 1 juste avant, j'en avais déjà parlé, mais la force de frappe d'une émission du soir d'Europe 1 et de l'émission de TF1 est sans comparaison. Donc, c'est là que ça a été annoncé par PPDA. Et bizarrement, pour une raison... Alors, Mattei, Jean-François Mattei, le président de la Croix-Rouge, a été très neutre, si j'ose dire, comme il sied à un président de Croix-Rouge. Il a dit, dont acte. Il respectait la position, ça n'était pas la sienne, mais il n'a pas cherché à répondre ou à installer une controverse. Et puis ce sont Bernard Kouchner et Jean-Christophe Ruffin qui, chacun à leur tour, ont fait d'un seul coup décoller cette histoire et qui l'ont transformée en controverse. Du coup, c'est devenu effectivement une polémique. Les uns traitant MSF d'ayatollah de l'humanitaire, Ruffin traitant Bradol d'hystérique. Les noms d'oiseaux ont fusé et c'était à la fois pathétique, dérisoire, compréhensible en même temps dans l'atmosphère un peu embrasée de ce moment-là. Mais voilà, il y a eu une controverse. Il n'y a qu'en France qu'il y a eu cette controverse. Il y a eu quelques débats. MSF est présent dans une dizaine de pays occidentaux, dans plusieurs pays européens, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu un élan phénoménal également. MSF a annoncé qu'il arrêtait son arrêt de collecte de dons. Bon, les gens ont enregistré, ça n'a pas provoqué de... Mais l'argent que vous avez reçu, les 40 millions et quelques, vous êtes obligé de les affecter pour le tsunami.
Une partie a été affectée au tsunami. D'ailleurs, je pense qu'on en a affecté trop au tsunami, entraîné par cet élan. Il était très très difficile de résister, donc il y avait des gens qui voulaient... On a par exemple lancé une fabrique de bateaux, deux projets de fabrique de petits bateaux de pêche à Aceh, en Indonésie. Moi, j'avoue que je n'étais pas du tout enthousiaste de ça. J'étais très, très critique de ça. Je trouvais que d'autres gens pouvaient le faire. Bon, ça ne se faisait pas à ce moment-là. MSF avait l'impression de jouer un rôle un peu d'entraînement pour une action qui était utile, rééquiper les pêcheurs avec des bateaux pour leur permettre de retrouver une autonomie. Sans doute. Moi, je pense que d'autres gens... Enfin, là-dessus, moi, j'étais critique vis-à-vis de MSF. Bon, il y avait des choses à faire dans les tout débuts. On les a faites. Mais on en a fait, je crois, un petit peu trop. Ouais. Mais surtout, on a demandé aux gens de nous autoriser à réaffecter les dons. Et on pouvait facilement le demander parce que quand même l'essentiel de ce qui est rentré dans les caisses est rentré après que MSF a annoncé qu'il y avait déjà assez d'argent. Donc ça a été très simple pour nous d'expliquer ça aux donateurs. Ce qui est terrible en même temps que vous dites dans le livre, c'est qu'un an plus tard, en octobre 2005, il y a un tremblement de terre terrible au Cachemire et que ça, on ne va pas dire que c'est passé sous silence, mais quasi, quoi. Alors que c'est beaucoup plus meurtrier, non? Et c'est surtout sur une plus grande étendue. Il n'a pas été plus meurtrier. Non. Il n'a pas été plus meurtrier. Il a en revanche... Il y a plus de besoins d'urgence. Voilà, provoqué beaucoup plus de besoins d'urgence, parce qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de blessés, pour des raisons liées à la topographie, au mode d'habitat. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de blessés, dont plusieurs milliers graves. Et en plus, c'était sur un haut plateau, c'était au Cachemire. Difficile d'accès. Un haut plateau difficile d'accès pour des raisons politiques. Parce que le Cachemire, vous y allez en 2 chevaux si vous passez par l'Inde. Sur quoi vous aviez pas. Le Pakistan, c'est au Pakistan qui est l'immense barrière montagneuse, les contreforts de l'Himalaya. Mais bon, pour des raisons politiques, il n'était pas possible de passer par l'Inde pour ça. Comme quoi, une catastrophe naturelle, ça a aussi des dimensions politiques. Mais il y avait surtout un très grand nombre de tentes, d'abris, et d'abris chauffants, ou d'abris chauffés, parce qu'on était en fin octobre, à 4000 mètres d'altitude, il commence à faire très froid, et l'hiver, évidemment, était en train d'arriver. On avait juste le temps, on a eu de la chance d'ailleurs. Le tremblement de terre, un mois plus tard, ce tremblement de terre aurait provoqué des dégâts bien plus importants, parce que la zone aurait été quasi inaccessible. Là, elle était encore accessible, au prix d'ailleurs de plusieurs accidents mortels, enfin elle était encore accessible à ce moment-là, et il faut le dire, les secours ont très bien fonctionné. Moi, dans le livre, je ne proteste pas contre cette différence de traitement. Je pense qu'il y a eu un traitement, pour reprendre le mot que j'employais à l'instant, qui était employé contre nous, un traitement hystérique du tsunami, à partir d'une émotion sincère, à partir d'une générosité que je ne questionne pas. Il y a eu une sorte de... Il y a beaucoup de touristes aussi occidentaux qui étaient présents là-bas, ce qui a pu expliquer aussi. Enfin bon, on ne va pas chercher les raisons. Oui, mais bon, là, le temps manque. Mais moi, je ne critique pas le fait qu'on puisse éprouver plus de proximité, plus de sympathie pour une population que pour une autre. À titre individuel, c'est inévitable. Enfin, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas des gens qui nous paraissent plus proches, d'autres plus lointains, pour des tas de raisons. Oui, des tas de raisons, y compris les touristes, mais pas seulement. Par contre, une institution humanitaire n'a pas le droit de se sentir plus proche. Une institution humanitaire, c'est en fonction des besoins et d'eux seuls. C'est pour ça qu'on a besoin d'institutions, d'ailleurs. C'est pour faire la différence. Sinon, tous, on préfère notre fille à notre cousine à la voisine, etc. C'est pas Le Pen qui a dit ça. C'est David Hume, c'est un grand philosophe anglais qui a pris acte de ça. Mais lui, il ne le disait pas pour faire une politique de la préférence. Il le disait pour justifier l'existence d'institutions politiques qui, justement, égalisent les réactions, tempèrent les émotions et évite de s'en tenir à une pure politique de la compassion ou de l'attirance ou des préférences personnelles. Donc cette fonction essentielle des institutions qu'on saisit bien à l'échelon politique, on la voit également à l'échelon de l'action humanitaire, à l'échelon, disons, de la société civile et de l'action humanitaire. En tant qu'organisation humanitaire, nous n'avons pas le droit d'avoir des préférences. Notre préférence, ça doit être d'agir en fonction des besoins, et cela seulement. En tant que personne, nos préférences, je dirais même pas c'est notre liberté, puisqu'elles s'imposent à nous sans même qu'on les choisisse. Elles sont là d'elles-mêmes, sui generis. Donc, il n'est pas question de juger cela. Donc moi, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucune condamnation de l'élan de générosité ou de l'élan d'émotion des gens
il y a une prise en compte de la responsabilité spécifique qui est celle d'une institution, là j'emploie le mot à dessein, d'une institution humanitaire qui, elle, doit régler son action sur les besoins et non pas sur les préférences ou sur le niveau de chaleur médiatique ou de bruit médiatique qui règne sur Alors, au Pakistan, ce qui est quand même intéressant à relever, c'est que certes, pour des raisons aisément compréhensibles, l'élan de solidarité a été moindre, mais il a été là, il faut pas. Et surtout, on a eu une information réelle. On n'a pas eu, une opération de marketing compassionnel. Les journalistes au Pakistan faisaient leur boulot de journalistes. Ils nous informaient de ce qui se passait, des conséquences, des difficultés, de la marche des secours, des réactions des uns et des autres, de la zone sensible qui était le Cachemire sur le plan stratégique, zone de conflictualité permanente entre l'Inde et le Pakistan. Bref, ils faisaient leur travail. Et je ne fais pas forcément de relation de cause à effet, mais c'est intéressant de voir la relation qui est entre les deux quand même. La marche des secours a été exemplaire. Les secours se sont très bien passés. Les Nations Unies ont fait leur boulot, les Croix-Rouges ont fait leur boulot, les ONG d'urgence ont fait leur boulot. Des milliers de gens ont été opérés, sauvés, abrités. Voilà. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin non plus de faire monter la chaleur médiatique à des niveaux proches de celle du Soleil. On peut aussi considérer les choses avec une certaine rationalité qui n'empêche pas l'émotion et qui permettent de régler le niveau des secours, d'ajuster, d'orienter ceci en fonction des besoins. Alors avant de conclure, quelques questions si vous en avez dans le public. Monsieur, je vous en prie, on va vous donner le micro, merci. Bonsoir. Bonsoir, j'aurais deux questions à poser. Au-delà des dissensions dont vous avez fait état entre ONG en Éthiopie, je voudrais que vous analysiez les relations qui existent entre organisations humanitaires. Vu de l'extérieur, il semble qu'existe parfois une compétitivité qui n'est pas toujours au sens positif de la compétition. Est-ce le cas et comment analysez-vous les choses? C'est ma première question. La seconde concerne les besoins humanitaires en France. Ils n'ont rien à voir avec ceux qui existent dans les pays dont vous nous avez parlé. Ils n'en sont pas moins réels. Je voulais savoir quelle était l'implication de MSF en France. Merci. Merci. Alors, sur la compétition entre ONG, vous avez raison, elle existe, ou du moins, elle existe dans certaines situations données. Lorsque, par exemple, telle ONG arrive sur tel lieu de crise, et plus encore si cette crise est médiatisée, car les ONG ont besoin du soutien du public, besoin des donateurs pour poursuivre leur action, donc besoin de se faire voir sur les lieux de la crise. Il y a bien souvent une stratégie de planter de drapeaux, et d'ailleurs le tsunami, enfin les zones frappées par le tsunami ont été vraiment une manifestation paroxystique de cette tentation permanente. Donc il y a une compétition. Cette compétition, elle est temporaire et elle est embarrassante. Elle est temporaire, je le dis tout de suite, elle ne dure jamais très longtemps car au bout de quelques semaines, les choses se mettent en place. Systématiquement, je n'ai jamais vu une situation de crise qui donne lieu à des compétitions d'ONG qui durent plus d'un temps très limité, c'est-à-dire plus, en gros, 2 mois. 2 mois, c'est le temps pour que les gens s'installent, se comprennent, se connaissent, se répartissent les tâches pour que ceux qui sont juste là de passage repartent. Vous voyez, il y a tout un ensemble de facteurs qui concourent à un résultat qui fait qu'au bout de 2 mois, c'est la coopération et non plus la compétition qui l'emporte. Il y a des structures de coordination qui se mettent en place, des échanges d'informations, voire des échanges de ressources. Et dans l'ensemble, ça fonctionne pas si mal, y compris entre ONG qui ont des cultures différentes, parce que, avec maintenant une vingtaine d'années d'habitude, d'intervention dans des situations diverses, la plupart des ONG qui ont une installation permanente, enfin, une structure, disons, c'est toujours provisoire le travail des ONG, mais du provisoire qui peut durer, les ONG qui ont les capacités de mettre en place ces structures un peu durables se connaissent. Et connaissent leurs limites, connaissent leurs qualités mutuelles, respectives, je veux dire.
et ça finit par fonctionner. Au début, oui, il y a une compétition. J'aime pas plus ça que vous. Enfin, je sentais la désapprobation et je la comprends très bien parce que moi, ça m'embarrasse beaucoup. Je déteste même cette ambiance. Mais je ne sais pas, je suis convaincu qu'il n'y a aucun moyen de remédier à cela. Parce qu'il y a quelque chose d'humain là-dedans. Et il y a quelque chose d'humain et quelque chose qui tient au milieu social. Ce qui est humain, c'est d'arriver avec l'envie d'agir. Alors on a envie d'agir, l'autre aussi il a envie d'agir. Mais on ne pense pas à l'autre qui a envie d'agir, on pense à satisfaire, à assouvir sa propre envie d'agir. Et on tolère tous assez mal la frustration. Et quand on a traversé la moitié de la Terre, qu'on a mobilisé des ressources, des fonds, qu'on s'est donné le mal d'arriver jusque-là, c'est pour être payé en retour, si j'ose dire, d'une action qui soit visible. En plus, justement, cette visibilité peut garantir une certaine pérennité de l'association. Une structuration permet aux donateurs de se dire « Tiens, c'est pas juste dans le bulletin de l'association, mais à la télé ou à la radio que j'ai vu ou entendu, etc. » Donc il y a aussi une sorte de nécessité de l'action organisée qui se manifeste là. Voilà, donc dans les situations d'urgence et principalement dans les situations d'urgence médiatisées, il y a effectivement compétition. Je parlais du Darfour et du Niger tout à l'heure, notamment en 2005. Je peux vous dire qu'au Niger et au Darfour, il n'y avait pas cette compétition. Il y avait trop peu d'ONG et MSF allait tirer par la manche un certain nombre d'ONG. D'ailleurs, tirer par la manche, enfin, ils ont suscité la réaction d'ONG françaises, britanniques en particulier, avec lesquelles on a l'habitude de travailler, pour venir garnir des rangs qui étaient assez clairsemés à ce moment-là. Ensuite, ça a bien évolué, les ONG se sont mobilisées et tout ça. Donc, c'est là où se trouvent les médias, mais vous le voyez dans une rue, vous installez une caméra avec écrit le nom d'une chaîne de télé dans une rue, ben ça provoque une agglutination tout de suite. Il y a quelque chose du même ordre qui se produit sur nos terrains d'intervention lorsqu'ils sont sous les feux de la rampe. C'est humain, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que je le défends, mais comme je ne vois aucune possibilité de créer une institution qui fédère et ordonne toutes les ONG du monde et retienne l'élan de certaines, suscite celui d'autres, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas une ONU des ONG qui pourrait garantir un tel fonctionnement. Je crois qu'il faut accepter que ce soit le prix d'une certaine liberté. C'est le revers de cette liberté d'action, de cet enthousiasme aussi. Et moi, je m'y suis résigné, sans aucun plaisir et non sans embarras, mais je m'y suis résigné. Le tout étant que ce soit quand même contenu dans des limites qui restent celles de la décence. Il y a des moments où ça peut vraiment déborder, où il peut y avoir des coups bas. Mais tout de même, n'exagérons rien. Là, c'est vraiment l'exception. Et après tout, il y a toujours des gens... les ONG sont composées d'êtres humains avec leurs qualités et leurs défauts. Et on peut avoir des sales types, quoi, pour rester poli, dans une ONG, des gens qui n'exécutent pas la politique de l'ONG, mais leur propre politique et font des choses qui sont indéfendables, des mesquineries, des bassesses. Ça arrive, mais vraiment, là, moi, je suis un vieux de la vieille dans ce domaine. Ça n'est pas la règle. C'est plutôt des manquements, c'est plutôt des facilités, des approximations ou des trop-pleins d'énergie. Mais c'est tout ça qui provoque ce chaos et ces frottements. Mais rarement les bassesses, même si elles peuvent exister à certains moments. Alors, voilà donc pour sur la question de la France. Alors, sur la question de la France, Médecins sans frontières a une action auprès des réfugiés en France, est en train de relancer. On a eu pendant longtemps, je reviens un mot, pendant longtemps une action au profit des gens qui étaient en fin de droit, y compris en fin de droit d'accès aux services médicaux. Là, on a installé, d'ailleurs, après Médecins du Monde, et grâce à la pression qu'a exercé Médecins du Monde, puis avant elle d'ailleurs, ATD Carmonde et le père Wrezinski, son rapport sur la grande pauvreté au début des années 80. Donc on s'est associé à ces organismes-là et on a monté nous aussi des dispensaires pour des gens qui n'avaient plus possibilité de recours médical, qui étaient en gros chassés des urgences parce qu'ils étaient en dehors de toute couverture. Avec la CMU,
cette situation a été radicalement changée. Et donc, nous avons nous avons arrêté cette action parce que nous ne voulions pas entrer en compétition avec le dispositif de la CMU. Si on continue à garder nos pauvres, nos malades, on enraye la mise en place du processus et je pense qu'on joue un mauvais rôle. Donc, on a retiré ça. Aujourd'hui, MSF est impliqué à nouveau auprès de réfugiés, de sans-papiers, dans un travail qui, moi, me laisse extrêmement perplexe, mais qui est de toute façon en train de s'installer là et dont on doit faire le bilan d'ici quelques mois. Ce qui fait que je ne peux pas vous en parler de façon vraiment informée. Mais en tant qu'organisation médicale, car le M de MSF, c'est médecin, notre rôle dans un pays où quand même l'égalité, même si elle est relative, l'égalité de chacun devant les soins est une réalité. C'est pas une fiction, c'est quand même... je ne suis pas sûr que d'ailleurs tout le monde en France, je suis même sûr du contraire, ayant l'occasion d'aller souvent aux États-Unis ou dans d'autres pays occidentaux, et puis évidemment beaucoup dans les pays du tiers-monde, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment conscience de cette extraordinaire chose dont on dispose, quoi, cette égalité dans l'accès aux soins, cette sécurité, voilà, cette sécurité sanitaire qui est le lot de nous tous ici, quels que soient nos... Je veux dire, si l'un de nous se casse la jambe en sortant d'ici, ça ne peut pas être une catastrophe. Mais dans une même assemblée aux États-Unis ou dans d'autres pays, ça peut être une catastrophe qui entraîne des conséquences en chaîne épouvantables. Dans ces conditions, une organisation comme Médecins sans frontières a peu de choses à faire. Des populations très marginales, très particulières peuvent être en effet la cible. C'est ce qu'on est en train d'explorer. Les Restos du Cœur, c'est autre chose. Les Restos du Cœur, malheureusement, se sont institutionnalisés, mais leur utilité est hors de question. Mais nous ne sommes pas les Restos du Cœur et nous n'avons pas l'ambition de truster l'ensemble des formes d'action, de solidarité possibles. Nous sommes dans le domaine de la médecine et nous entendons y rester. De ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à faire, je crois, en France. D'autres questions? Je voulais juste vous poser une question chiffrée, le temps que le micro arrive. Combien aujourd'hui, réponse simple, sur combien de médecins, hommes ou femmes, interviennent au nom de MSF aujourd'hui dans le monde? Au nom du chapitre français de MSF, car MSF, c'est aussi 5 organisations européennes, plus des bureaux délégués qui sont des structures d'appui à ces sections. Donc MSF, la partie française de MSF, on a à peu près 400 à 450 personnes, ça peut varier selon les moments, 400 à 450 personnels expatriés, mais ça veut dire des équipes beaucoup plus nombreuses parce qu'on a du personnel local qui est très important et qui, il faut le savoir, joue un rôle essentiel depuis des fonctions très modestes, très peu qualifiées, jusqu'aux fonctions les plus qualifiées, comme par exemple la chirurgie. Dans notre domaine, c'est évidemment toujours dans le domaine médical, mais donc dans le domaine médical spécialisé. Donc, en gros, il y a 5000 personnes qui travaillent sous la bannière de MSF France dans une trentaine de pays aujourd'hui. Et le mouvement MSF, dans son ensemble, c'est je crois, 14 à 15 000 personnes au total dans 60 pays. Voilà les proportions. Mais je parle ici pour la partie française. Allez-y, je vous en prie, il y a une question, je crois. Bonsoir, vous avez parlé vous avez utilisé un mot, prévention, et je n'ai pas l'impression d'en avoir entendu grand-chose dans ces actions urgentes. Ben, déjà, quand j'ai parlé de prévention, je l'ai fait de façon assez polémique, disons assez offensive. Je crois qu'on charge la prévention de toutes sortes de vertus que moi, personnellement, je ne lui vois pas. Et que beaucoup de gens, d'ailleurs, comme moi, ne lui voient pas. Il y a une technique de prévention qui est vraiment primordiale, essentielle, qui est la vaccination. Ça, c'est de la vraie prévention. Il y a aussi toutes sortes de formes de prévention de maladies qui ne sont pas du ressort de la médecine. Par exemple, l'habitat, la qualité de l'habitat, la qualité des routes. La prévention des accidents de la route passe aussi par la qualité des routes. La prévention d'un certain nombre d'affections cutanées, bronchiques, passe par la qualité de l'habitat, par la qualité des conditions de travail, etc.
dans tout cela, les médecins peuvent avoir leur mot à dire, mais ce n'est pas à proprement parler de la prévention médicale. La prévention médicale, c'est pour l'essentiel la vaccination. Il y a aussi, peut-être aviez-vous ça en tête, l'éducation sanitaire. Ça, pour moi, c'est une vieille ancienne, c'est quelque chose qui revient en permanence. Moi, je ne crois pas que ce soit possible, en tout cas l'éducation sanitaire primaire. L'éducation sanitaire qui marche, c'est l'éducation qui s'adresse à des gens qui sont déjà malades et à qui le médecin enseigne la gestion de sa propre maladie. Que ce soit un malade du sida ou du diabète, on sait que la durée de vie des diabétiques, c'est considérablement, la durée et le confort de vie des diabétiques se sont considérablement accrus grâce aux associations de diabétiques qui font de l'enseignement de la gestion du diabète pour les diabétiques. Ça, c'est de la prévention aussi, car il s'agit de prévenir des tas de complications secondaires du diabète. Mais la prévention primaire, bon, il y a l'approvisionnement en eau potable, la vaccination, et puis ensuite, on ne sait plus très bien de quoi on parle. Et bien souvent, c'est quelque chose qui s'apparente plus à du prêchi-prêcha, à du catéchisme hygiéniste, qu'à de la réelle prévention que l'on a à faire. Il y avait une autre question, je crois. Oui, monsieur. Bonsoir. Oui, vous avez parlé du Darfour et du cas de conscience que ça vous a posé. Je voulais faire un rapprochement dans un contexte tout à fait différent avec un pays aidé par la France, soutenu par la France, qui est dirigé par un dictateur et où une organisation humanitaire à laquelle j'appartiens apporte un peu d'aide bien faible. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller devant une situation un peu difficile éthiquement parlant? Moi, je ne suis pas sûr de voir une difficulté éthique là où vous la voyez. La coopération entre États, c'est une chose. On peut s'interroger sur le niveau auquel elle doit cesser d'exister quand l'État en question, enfin l'État partenaire, est vraiment trop sanglant, trop tyrannique. Jusqu'où fallait-il coopérer, par exemple, avec le régime de Saddam Hussein en Irak ou le régime de Habyarimana au Rwanda? C'est une question qui, à mon avis, est plus compliquée que ce qu'on en dit trop souvent, mais c'est quand même une vraie question éthique, ça je ne conteste pas. Mais pour ce qui est des humanitaires, si on commence à soumettre notre aide à une caractérisation du régime du pays dans lequel elle va se déployer en fonction de son respect des droits de l'homme ou pas, alors on va travailler en Norvège et ils n'ont pas besoin de nous. Si vous voulez. La plupart des pays dans lesquels on intervient sont des pays où il y a, sinon bien souvent des dictatures, pas toujours d'ailleurs, mais quand même bien souvent, et en tout cas des régimes qui ont des pratiques pas forcément recommandables. Mais moi, je ne considère pas, et d'ailleurs, enfin, je pense qu'il ne faut pas considérer que travailler dans un pays, c'est cautionner le régime de ce pays. Ça peut être le cas, par exemple l'Éthiopie, en nous embarquant dans sa stratégie de déportation, elle nous a en effet asservis à sa politique. Là, oui, il y avait un véritable dilemme. Mais dans des tas de pays qui ne sont pas des dictatures, qui ne sont pas des démocraties, pardon, mais qui nous laissent, comme je le disais, un espace ou avec lesquels on arrive à négocier l'existence de cet espace de liberté où ce n'est pas eux qui choisissent l'endroit, les types de population, la forme de l'action qu'on va mener. Moi, je pense qu'il n'y a pas de véritable problème éthique dès lors qu'on accepte l'idée que être présent dans un pays, ça n'est pas apporter caution, ça n'est pas se porter caution du gouvernement qui dirige ce pays. Alors peut-être aviez-vous un pays particulier, une situation particulière en tête. À ce moment-là, je pourrais peut-être être plus spécifique. Mais si la question se posait de façon générale, c'est cette réponse-là que j'y apporterai.